In a world where entertainment was dead, one radio, one podcast maintained entertainment, and that name was Mangavore. Bonjour, bienvenue à tous pour ce nouveau numéro du podcast mangavore.fr, l'émission, un numéro qui arrive genre 2 ans après. C'est un truc ça, comme ça, voilà. c'est ça, oui. Voilà. On se presse pas. On se presse pas, voilà. Donc un numéro spécial dont Muriel va vous parler puisqu'elle est là, vous Mais l'entendez. oui, je suis là. Bonjour. Bonjour à tous. va Bonjour bien Seb, ça T'es va pas morte? Mais non, et toi non plus, de ce Eh que ben je non, je suis vois, pas mort. t'as l'air en bonne santé. Et c'est toi aujourd'hui qui anime l'émission, c'est toi la boss. Bah, il paraît, ouais. Donc, écoutez, je m'installe dans mon trône. Vas-y. Et puis, on y va. Ben vas-y, c'est parti, je te laisse la main. Ah bah merci. Eh ben écoutez, aujourd'hui, donc une émission un petit peu spéciale, puisque nous allons aborder un thème qui est la représentation de la femme dans les mangas. Et nous allons partir sur le principe de la table ronde. Donc vous allez effectivement observer quelques changements. Mais je vous présente les invités. On commence par Anne-Charlotte. Vas-y, Bonjour. présente-toi. Donc, Bonjour, Anne-Charlotte. Bonjour. Oui. Je m'appelle Anne-Charlotte Velge et donc je suis éditrice chez Pika Édition. Bonjour, je suis Christelle Pécou, je suis autrice de bande dessinée et accessoirement aussi, je fais partie du collectif des créatrices de bande dessinée contre le sexisme. Ah, c'est bien ça. Je Ouais, savais Oui, pas, c'est tu pas vois. mal. Voilà, surprise. Et bonjour, je suis Bruno Pham, donc directeur de collection au sein des éditions Akata. On te connaît, toi. T'es déjà venu. Oui, je suis déjà venu il y a C'était il y a quelques temps. C'était il y a longtemps, très il y a longtemps, longtemps. dans une autre vie. Et il y a encore un chroniqueur qui est là, Mais non oui, Je le qui vois fait- au fond, qui là, fait son discret. Moi, je suis Al de chez Al. du podcast Mangavore, c'est ça Voilà, Je crois qu'on exactement. t'a déjà vu 2-3 fois. Ouais, au début. Ouais. Je T'as des reste choses un à dire long aujourd'hui moment. On va faire comme d'habitude. Bon, d'accord. Parler uniquement quand c'est utile. Ok. Très bien. Bah écoutez, sans plus attendre, commençons par les news. Et bah d'accord, on est parti. Breaking news live from Mangavore. Ou presque. Je commence Bon, d'accord, c'est moi, je vois bien direct. Vas-y. Alors, on va commencer avec Chateau Chateau. Je sais pas trop comment ça se prononce, Chateau Chateau, voilà, qui est une nouvelle maison d'édition qui a été créée en février 2018 et dont la vocation est apparemment de faire découvrir de nouveaux talents. Je ne sais pas s'il y a des éditeurs qui ont la vocation de faire découvrir des anciens talents. Ainsi, quand tu fais du patrimoine, tu fais découvrir des anciens talents quand même. hein. Oh C'est- là là, il est tellement sérieux. Mhm. il Ah casse bah toutes les oui, blagues. désolé, hein, Oh là là. on se refait pas. Donc en tout cas, voilà, un éditeur qui se dit spécialisé dans l'édition de shonen, de seinen. Voilà, le premier titre qui est annoncé, c'est une série fantastique réalisée par une auteure canadienne mais d'origine chinoise, qui s'appelle donc Shin Huang. Et la série s'appelle Carciphona. Voilà, c'est en cours, il y a 6 tomes et ça débarque à mi-juillet. Alors, moi, je vais parler du retour du Dragon Ball Symphonique. Ah, le concert. Oui, pour le 30e anniversaire. Ah, top. Donc, qui aura lieu le 27 et le 28 octobre de cette année. Voilà. Et donc, en présence de Hiroki Takahashi. D'accord, donc le chanteur de Dragon Ball, enfin de Makafushiki Adventure, donc il était là déjà au précédent. Voilà, exactement. Et top. Et du coup, c'est quand? Je sais pas si tu as dit les dates. 27 et 28 octobre. D'accord, bah top. Sinon, il y a ici qui c'est qui est Shinichiro Watanabe. C'est le réalisateur de Cowboy Bebop. Oh J'allais là dire là, on a un Cowboy bon, on a un Bebop. bon, on a un bon. Ouais. Et donc, sa nouvelle série est annoncée donc par la chaîne Fuji TV. Donc, ça s'appelle Carol et Tuesday. Donc voilà, ça va être réalisé par le studio Bones et ça arrive en avril 2019. Oui, mais de cette news, je retiens surtout que le caractère design, c'est Ezaku Kobun. Je ne vais jamais à le prononcer. C'est pas grave. Oh, la vulgarité, elle a... Voilà. Oui, oui, on est explicite sur iTunes, ça va. Voilà, exactement. Donc, le caractère design, Mhm. c'est celui qui faisait, entre autres, toutes les publicités pour Cup Noodle. Nissin. Voilà, D'accord. exactement, qui sont une des pures merveilles Ah ouais. d'animation avec Heidi adulte, Kiki de Kiki Delivery Service adulte. D'accord. Voilà, il avait fait toute une série comme ça en reprenant. Il y avait Sazae-san aussi en version adulte, etc. Et donc, avec des super animations et un final fantastique avec tout Tokyo qui est en train de se détruire autour d'un couple qui s'avoue leur histoire Oh d'amour. oui, je me souviens de celle-là. D'accord, Elle ok. est, pas Voilà. elle est très récente, Et cette donc, pub. Voilà, exactement. Et comme il a fini, c'était la dernière en fait de la série. Comme il a fini, du coup, il commence sa première série animée.
D'accord. Et si je peux me Et c'est permettre, surtout ça la vraie news. la- Oh, l'autre, comment il me défonce. pour moi, la vraie news, si on parle d'un réalisateur d'animation qui a annoncé qu'il allait faire bientôt un nouveau projet, pour moi, c'est plutôt Kunihiko Ikuhara, hein, parce que voilà, c'est quand même Monsieur Utena, Monsieur Mawalu Penguin Drum. Pour moi, ça a vachement plus de classe que j'aime pas trop ce qu'il fait Watanabe en fait, sauf quand il adapte du shoujo manga en animation. Comment Mais ça balance non, mais c'est pas mes goûts quoi, c'est pas mes goûts. Non, non, mais ok. mais- Et puis en Tu as plus, le droit. si on parle de Kunihiko Ikuhara, on est bien dans le sujet du podcast aussi, donc Bah, exact. j'ai vraiment très hâte de voir ce qu'il va nous faire maintenant là. Donc C'est annoncé pour quand? c'est annoncé pour l'année prochaine. Ils ont fait juste un petit teasing de 30 secondes, quelque chose. Alors on sait toujours pas ce que ça va être comme d'habitude, hein, mais ouais, je suis très curieux de voir ce qu'il va nous faire. Voilà. Ok, bah, bien. top. Top. Vous voulez de la news? On en a là. Alors, du coup, moi, je vais en faire une. On parle toujours de concert avec Joe Hisaishi, qui revient en France en février 2019 pour 2 dates. Donc, le 9 et le 10 février 2019. Mhm. Voilà, l'ouverture des billets, c'est à partir du 14 mai. D'accord. Et Bon, ça le sera- podcast devrait être en ligne quand même d'ici là. Voilà. ça va. Espérons. Et l'événement, surtout, c'est que ça sera au Philharmonique de Paris. Ah, Donc là, ça va être un truc qui tue, mais sauf que ça va être dur d'avoir des places parce que le moindre concert de ce type là-bas, c'est complet très vite. ouais, Et bah en ouais. plus, il me semble qu'ils ont annoncé qu'il y aurait une partie des places qui va être gratuite ou je sais pas. Ah oui? On m'a lancé là-dessus récemment et j'ai dit non, mais là, j'essaye même pas, ça va être pris d'assaut. Donc voilà quoi. Des places gratuites, pourquoi Mais je sais pas, il y Oui, a en peut-être. tant qu'honneur. Alors, il est très grand, le Philharmonique Ouais. aussi, parce que le précédent, il était venu, je crois que c'est à Porte-Maillot, il me semble. Oui, c'est ça. Voilà. Qui est déjà pas super top pour l'acoustique, parce que j'ai vu plusieurs ciné-concerts là-bas, et par rapport au Grand Rex, c'est beaucoup moins bien. Mhm. Voilà, donc du coup, le Philharmonique, là, je pense que... Bah, a priori, ça fait pour quand même. Voilà, Donc, ouais, exactement. on peut espérer. Et donc, alors, il y a beaucoup de sites qui ont déjà annoncé que c'était possible d'avoir les billets, mais quand on va dessus, sur le site, on clique, ça donne rien. Donc, c'est normal, parce que c'est juste annoncé pour l'instant, et ça sera une date, et il faudra sauter dessus, donc le 14 mai. Un peu comme les billets de l'UEFA, quoi. Oui, sachant qu'en Comment plus... tu oses C'était comparer? pour le lancer. Oui, c'est parce qu'il aime que bien moi le foot. aussi, j'ai fait ça, mais dans ces cas-là, il faut prendre plusieurs copains, ou de la famille, leur demander à tous de se mettre à la même heure sur l'ordinateur et de cliquer. C'est pas grave, on revendra les places, mais au moins on est sûr de les avoir. Non, Mais très t'as pas chers le choix. auditeurs, ne Non, mais faites t'as pas pas ça. le C'est choix. pour ça que je l'ai Tu vois, lancé. par exemple, le précédent concert de Joe Hisaishi, je voulais des places, donc je me suis dit Joe Hisaishi, qui c'est qui connaît en France? Ah, genre. Bon, déjà, faut Personne, pas sous-estimer le Voilà. public français. hein. Les places étaient mises en... Tu vois, ça commençait vers 10h du matin, donc je me dis, bon, bah, j'irai pendant l'heure du déjeuner. Bah non, c'était fini il y a longtemps. Voilà, Ah, bah ouais, bah, c'est Puni. Joe Hisaishi, quoi. voilà, exactement. On sent qu'il veut sa revanche là pour la Grave. prochaine. Il est vénère, date. il est vénère. Oui. Allez, news suivante. Et donc la NHK qui vient de mettre en ligne un trailer de presque 3 minutes de l'animé de Radiant, Ah, quel le feuilleton, manga ça. français de Tony Valente. Donc bon, bah, c'est quand même pas mal. Donc derrière, c'est le studio Lerche, je sais pas trop comment ça se prononce là, pareil, qui a fait tout un tas de séries bien, mais dont j'ai complètement tout oublié. Là, c'est un gros blanc. On sent que ça fait 2 ans que je fais plus de podcast. Voilà, ça débarque à l'automne 2018 et il y aura 21 épisodes. Alors moi j'ai une petite news, 2 news près-d'apporter. Une première Ah, ça faisait sur, longtemps, avec les petites bah oui, feuilles et les tout. fameux. Exactement, c'est Fila qui lance 5 paires de sneakers, donc des baskets en gros, Ouais, ça va. en association donc avec Pokémon Company, et donc chaque paire représente un Pokémon de la première génération, Elles sont Caramel, trop bien. Salamèche, Pikachu, Roudoudou et Bulbizarre. Ouais, bah, il y a le starter plus les 2 connus, quoi. Voilà, Ouais. exactement. Et il manque quand même Mew et Mewtwo dans ce cas-là. Hein. Ouais, mais ça, c'est normal. Ils sont rares, tu Ils vois. sont rares, ils seront plus chers. Il faudra les choper à certains moments. Tu vas dans des Ça sera des baskets C'est ça. collector. hein. Exactement. Et ça, du coup, ça débarque quand, tu l'as dit? Ben là, en ce moment. D'accord, Ça ok. arrive là. Alors, toujours en chaussures de sport, alors, il y avait déjà eu plein d'essais qui avaient été faits et c'était moche, en fait. Mais là, c'est à peu près réussi. Donc, c'est sur Dragon Ball À peu près, hein. Super. Sur Dragon Ball Super. Donc, ils ont fait des... T'aimes pas Dragon Ball? OZF. Ah, je peux pas te laisser dire ça, Voilà, quoi. des paires de Nike. Ah, mais ils s'en foutent des Nike Dragon Ball. Elles sont Oh, pas... ça va. Bon, d'accord, bon, bah, s'arrêter là. Bon, c'est des Nikers. Pardon, ça reste quand pardon. même des Nikers, hein, donc c'est pas non Elles sont plus... pas topissimes, hein. Elles sont pas folles. Hein. Je vois Ouais, qu'elles sont bien elles flashy, sont on va bien dire. par rapport à celles qui avaient été faites avant, parce que c'est pas le premier essai, et avant c'était vraiment très Le très mec, il est moche. dur, quoi. Voilà. Bon. Ok.
Une dernière prêt-à-porter, Uniqlo. Ça, vous avez forcément entendu parler. oui, oui. Les Uniqlo t-shirts, pour les les 50 t-shirts. ans du Shonen Jump. Cobra, Ils trop lancent bien. toute une série. Ça a commencé le 16 avril et voilà, c'est en cours pour Ça. un long moment. Il n'y a que des Donc, séries que t'aimes bien, Bruno. Voilà. Mhm. Donc, c'est des t-shirts qui sont dédiés aux grands personnages du magazine. Donc, on trouve du Dragon Ball, du Captain Tsubasa, du Cobra, puisque Cobra c'était dedans à l'époque. C'est ça. Bleach, Naruto, One Piece, Gintama, Hunter x Hunter, etc. T'as pas dit Saint Seiya? Oui, oui. Mais ils font toujours des t-shirts Senseiya, de toute façon, Uniqlo. Donc, Ah il y en a ouais, tout tiens. le temps. À chaque fois que j'y vais, il y a un t-shirt Senseiya. donc, Moi, à chaque fois que j'y vais, c'est du One Piece. Mais bon. Ouais, moi Ah, oui, aussi. oui. Alors moi, ma dernière news concerne un des invités. Désolé pour les deux autres, hein. Mais effectivement, il y a quelques semaines, chez Akata, vous avez annoncé une collection de mangas numériques. Enfin, on n'a pas vraiment annoncé une collection. On a Pardon. annoncé qu'on allait effectivement. On a commencé à passer notre catalogue au format numérique depuis Ouais. janvier. Effectivement, on teste pas mal de formes de publication avec de la commercialisation par chapitre aussi. Ouais. Et là, ouais. Et du coup, là, le dernier truc qui a été annoncé, a priori, c'est Par-delà les étoiles. Ouais, qui est Bien. une série inédite de l'auteur de Perfect World, qui n'a pas du tout été publiée au Japon au format papier, mais seulement dans les magazines et en format numérique. Donc, c'était plutôt sympathique de pouvoir essayer de proposer un contenu inédit qu'en fait, comme il n'existe pas en papier au Japon, c'est un peu compliqué. Et on essaye, on teste, on se fait plaisir et on verra bien, quoi. Et alors, du coup, Oh, pardon, je vais pardon, demander ça à- sort le 19 avril. Le premier chapitre sera disponible le 19 avril et après, au rythme de un chapitre toutes les 2 semaines, et il y a un total de 6 chapitres. Du coup, pour équilibrer tout, est-ce que tu as une petite news concernant Pika éventuellement? Je peux me dire non, peux. Non, mais du coup, je vais juste vous annoncer qu'on sort donc un ouvrage qui s'appelle Sunny Sunny Anne, Mhm. donc de Miki Yamamoto, qui sortira courant mai, qui sera un Pika graphique. Et voilà, et peut-être qu'on en reparlera au cours de l'émission. Mais voilà, c'est une auteure qui est vraiment super, qui a fait vraiment des belles choses. Et je pense que c'est son premier ouvrage qui est publié en France. Je crois hein, que Il c'est me Bah, je son semble, crois premier aussi, moi, ouvrage. ça me dit rien. Donc, Donc voilà. bah, top. Moi, Moi, c'est il bon, me reste encore 2 news. carrément. Une rapide, c'est celle-ci. C'est Animate Café qui collabore avec Good Smile pour faire un card captor Sakura Café. D'accord. Voilà, donc ça durera jusqu'à fin mai. la Oh non, mais Oui, je- je Ça, sais. c'est crois que dommage Bruno que n'aime vous rien. voyez pas la Non, tête non, de mais Bruno. c'est bien Card Captor Sakura il y a 10 ans, quoi. Oh non, mais comment en je ce moment, Attention, maintenant il y a plein de Clear trucs Card autour. Arc. Il y a plein de trucs autour. C'est, Oui, je sais, oui. voilà. Oui, il y a du marketing, oui. Pas de problème. Voilà, Oh là 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 exactement. là, mauvaise langue. Bah non, ça c'est du marketing. Oui, je mais critique bon, pas, mais c'est un constat. C'est bien. Et donc, j'aime du coup, je vais sauter sur ma dernière news. Ma dernière news, parce que c'est mon animé préféré depuis un bon moment, qui n'est pas forcément connu, bien que une bonne partie a Oui. déjà été adaptée en France. Mhm, C'est la série des Bakemono Monogatari. mhm. Et donc, du coup, qui est tiré d'une série de romans. Tout à fait, ouais. Voilà. Et donc, du coup, qui va être adapté enfin en manga. Mais ça sera par Ogret, celui qui a fait Trinity Bjorg, Ergir, etc. Enfer et paradis, Enfer et Paradis, etc. quand même. Ouais. etc. Et du hentai avant, hein, beaucoup de hentai. C'est très spécial, Bakemono Monogatari. Alors, les 2 premières séries ont été publiées sont sorties chez Dibex, sont disponibles Mhm. aussi sur Netflix. Mhm, Et les autres sont sur Wakanim. tout à fait. Voilà, et il y en a plein, avec plein d'épisodes, puisque ils adaptent chaque roman, quasiment correspond à une série différente. Et le principe est assez intéressant. En gros, c'est un personnage qui a été jadis un vampire, qui a été transformé en vampire, mais qui est redevenu techniquement normal, et qui, un jour, en fait, va se rendre compte qu'il y a plein de personnes qui ont subi des trucs paranormaux comme lui, et il va les aider, en gros, à s'en sortir, en fait, à défaire les maléfices. Sauf que dans le même temps, alors il y a toute une partie graphique qui est carrément démentielle. Chaque personnage, en fait, a une typologie. Donc, il dit, elle, ça, c'est la Tsundere, elle, c'est la Moe, etc. Et il définit, C'est original. voilà, chaque personnage par un genre. Mais c'est pas mal parce qu'en fait, au sein de l'histoire même, il décortique tout le principe du manga en D'accord. règle générale. Et c'est une pure Et il merveille. y a tout un truc sur les chimères, etc., qui est assez chouette. L'univers est assez riche, c'est Oui. assez Voilà. diversifié. Et puis en plus, il y a plein d'idées intéressantes. C'est qu'il y a de plus en plus de filles qui tournent autour de lui. Ça aussi, c'est original. Attends. Mais on parce est que complètement dans des. Non, Enfin, mais, mais oui, ça parce joue que avec ça les codes joue- du shonen, c'est voilà, vraiment ça ça joue qui est chouette. Quoi. C'est ça totalement qui est sur le intéressant, cliché, voilà. c'est ça qui est génial.
Et puis en plus, il y a plein d'idées qui sont intéressantes sur le fait que lui, si les filles sont attirées par lui, c'est pas parce que à cause de son charme, comme dans les justement harem manga classiques. C'est parce qu'en fait, comme il a été un vampire, Et il a en fait, il a gardé gardé le pouvoir. des, Et en fait, des séquelles, ouais. voilà, exactement. Et en fait, tu te rends compte petit à petit qu'il y a plein de trucs comme ça, et c'est une pure Mm. merveille. Et Et moi, ça, ouais. et ça parle de pas mal de thèmes, par exemple les fujoshi, les lesbiennes, etc., Mm. dans le manga, etc. Ça touche en fait tous les thèmes à un moment donné du manga, et c'est une pure merveille. Enfin, moi j'aime beaucoup aussi cette série. Enfin, notamment, il y a un ton humoristique qui est vraiment très drôle, tout en étant en effet très shonen. Donc, il y a des histoires de culottes, il y a du fanservice, etc. Oui, il y a tout. Mais c'est fait d'une manière où c'est toujours caustique. Il y a vraiment un ton qui est vraiment très chouette Et dans je pense que ça sera ce bouquin. donc le manga, donc il va forcément être publié en France, ça c'est obligé. Le roman, je pense que ça viendra aussi, puisque je crois que c'est aux États-Unis, ça a été l'une des meilleures ventes Ouais, il est publié chez Vertical, je Voilà, crois, aux et c'est États-Unis. en roman manga. En fait, c'est l'une des meilleures ventes de tous les temps de romans manga aux États-Unis. Donc tôt ou tard, on l'aura, c'est obligé. Mm. On peut pas passer à côté. Ce qui serait bien, du coup, c'est que ça arrive tant que c'est hypé. Hein, parce que si ça arrive comme certains trucs en France quand plus personne n'en veut, voilà Ouais. quoi. Surtout qu'il en a fait un bon paquet, donc je pense qu'on commence à arriver sur la fin des romans, parce que je sais pas s'il va. Surtout que le scénariste, il travaille sur 20 000 projets en même temps. C'est lui qui a fait entre autres Medaka Box à l'époque, D'accord. et c'est le scénariste qui est sur plein de mangas en même temps. Ok. Voilà. Bon, bah, très bien. Plus de Ouais. news? C'est tout pour moi. On trouve la main alors. Hein. Bah voilà. Le dossier du mois. On va pouvoir passer à la seconde partie de l'émission. Donc, on va aborder le thème qui nous rassemble tous ici, la représentation de la femme dans le manga. Donc, il y C'est a... vague. Bah oui. Des femmes. Oui, des femmes. Des ouais. femmes. Mm. Ah, j'aime bien. J'aime bien quand on vient venir sur les termes. D'accord. Balance ton attaque, non? Alors le but, voilà, est-ce que le but justement, c'est de venir dire le manga c'est pas bien, enfin les femmes dans le manga c'est pas bien, ou c'est quoi le thème? On veut faire quoi ici? Bah, le thème, on veut en parler. On veut voir, selon les différents genres, shoujo, shonen, comment la femme est représentée. Les femmes sont les femmes, représentées. oui, alors bon. Montrons Comment la les femmes- diversité. Voilà. Mais en fait, pour rien vous cacher, il y a tellement de choses à dire que je pense que si quelqu'un veut prendre la parole là-dessus pour lancer la discussion, pour qu'on lance le sujet, ça serait très bien. Parce qu'à la limite, Ouais, moi, je veux bien. c'est très... Vas-y. Ouais. Vas-y. Bah justement, déjà, comme tu l'as dit, je pense que la difficulté pour aborder le sujet, c'est justement la catégorisation des mangas. Donc le shonen, le shoujo, et même aussi peut-être aussi le seinen. On peut parler aussi de hentai. Donc c'est vrai que là, la difficulté, c'est vu que le lectorat est soi-disant déjà partagé, cette représentation des femmes en général va forcément être influencée par ce genre-là. Après, ce qui va être aussi intéressant à développer plus tard, je pense, c'est la présence des femmes mangaka. Oui. Et là, je pense à plusieurs d'entre elles. Mais c'est vrai que je pense qu'elles ont joué aussi un rôle très très important aussi dans cette représentation. Et après, moi, j'ai jamais entendu une femme mangaka en parler particulièrement, parce que je pense qu'au Japon, ce sont quand même des sujets qui ne sont pas abordés de la même façon que chez nous. Mais bon, en tout cas, on peut déjà partir là-dessus, sur déjà shonen, shoujo, qu'est-ce que ça implique, et voilà quoi. Ouais, d'avoir des collections genrées, c'est déjà Oui. quelque chose qui pose de toute façon voilà, une séparation. Et, Exactement. Alors justement, est-ce qu'un des deux éditeurs veut nous parler peut-être un peu justement, l'un du shonen, l'autre du shoujo? Moi, ce que je peux dire en tout cas, c'est que depuis qu'on s'est relancé en indépendant chez Akata, on a volontairement voulu sortir de l'utilisation des catégories japonaises qui sont shoujo, shonen et seinen, parce que c'est ultra stigmatisant et ça a tendance à enfermer les choses dans des ghettos. Ça a notamment tendance à enfermer le shoujo manga dans un ghetto. Que en fait, bon, grand lecteur de shoujo manga, c'est largement ma catégorie éditoriale favorite. Et puis, je constate que voilà, c'est en France, on a une image complètement biaisée de ça. On a l'impression que le shoujo manga, c'est forcément des romances de lycéennes, ce qui n'est pas du tout le cas au Japon. C'est probablement une des catégories éditoriales les plus riches. Et que voilà, il y a plein d'aberrations en France à cause de l'utilisation maladroite ou parfois abusive de ces mots-là, qui fait qu'on se retrouve avec des shoujo mangas en France qui sont publiés dans des labels seinen ou shonen, etc. Exactement. Et que pour moi, c'est ultra problématique parce qu'on continue à faire des distinctions de manière maladroite.
Et en fait, on peut aller même plus loin, hein, parce que c'est vrai que enfin, bon, je suis un peu un extrémiste parfois, mais quand on utilise des mots d'une autre culture, les transformer dans une autre utilisation, il y a toujours une question de l'appropriation culturelle qui se pose aussi. Bien sûr. Et, Oui, mais ça, c'est sûr. et ça me gêne beaucoup. Enfin, bon, pour certaines anecdotes, un petit peu. Hein, bon, je m'excuse d'avance parce que je vais. Voilà, hein, bon, je tape pas sur les gens, c'est pas pour critiquer, hein, mais c'est que par exemple, bon, j'ai aussi beaucoup de connaissances au Japon, bon, parmi de nombreux auteurs, autrices de manga. Et par exemple, Ayakano, une des raisons qui a fait qu'elle a changé d'éditeur au Japon, c'est que c'est qu'elle avait l'impression que parfois son responsable éditorial n'appréciait pas le genre shoujo manga, bon, ce qui est un grand paradoxe. Et que du coup, ben, elle est partie chez un autre éditeur pour dessiner donc le Requiem des Rois des Roses. Et que ben, en France, le Requiem des Rois des Roses, il est publié dans un label Seinen. Alors qu'au Japon, ben, Gekkan Princess, c'est bien un magazine de shoujo manga. Donc ça pose quand même beaucoup de questions, l'utilisation de ces mots japonais. Voilà. Alors justement, moi j'ai envie de poser la question parce que je lis des mangas depuis des années et cette catégorisation m'a toujours gênée. Comment toi tu définirais qu'est-ce qui fait un shoujo? Aujourd'hui, ce qui fait un shoujo manga, c'est d'abord son magazine de prépublication et comment les éditeurs japonais le catégorisent. Après, il y a des codes pour moi qui viennent. Le premier code majeur dans le shoujo manga, pour moi, c'est le monologue et le monologue intérieur. Et c'est là où les femmes, globalement au Japon, elles ont énormément influencé toute la création de manga, parce qu'aujourd'hui, la technique du monologue intérieur, elle est utilisée dans de nombreux shonen et dans de nombreux seinen, mais c'est un héritage qui vient directement du shoujo manga. Alors moi, justement, je voudrais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, que je trouvais très intéressant à savoir, est-ce qu'en France, on a une image biaisée du shoujo ou pas? Et sur le fait que tu me dis que le shoujo, ça dépend en fait des magazines, du magazine de prépublication. Mais est-ce que l'image du shoujo tel qu'on l'a en France et même en fait, j'ai envie de dire un peu partout en dehors du Japon, là où on publie du manga, elle vient pas du fait des 2 principaux magazines de prépublication de manga de shoujo, enfin des 2 plus connus en tout cas et des 2 plus gros tirages a priori, sont les magazines de chez Hakusensha, Hanato Yume et celui chez Shueisha, le Nakayoshi. Alors, il faudrait vérifier les chiffres, mais je suis pas Margaret. du tout sûr que ça Et soit Margaret, les. ouais. Je suis pas sûr du tout que ça soit les plus gros en termes de tirage. Faut savoir que Hakusensha, ils ont quand même eu pas mal de remises en cause dans l'éditorial sur ces dernières années. Et puis bon, Hakusensha, si on parle d'Hakusensha, c'est un éditeur, dans ses magazines, il y a toujours eu de la fantaisie, il y a Bien toujours sûr. eu de l'horreur, etc. C'est Au divers. contraire, On est d'accord, Hakusensha, mais qui est l'éditeur de plein de titres historiques du genre shoujo, c'est tout sauf un éditeur spécialisé dans la romance. C'est plutôt dans des magazines d'autres éditeurs qu'il y a de la romance, attention. Hein. d'accord, mais n'empêche que, enfin, moi je trouve que dans les titres Hakusensha, même dans toute leur variété, on retrouve quand même certains stéréotypes dans les personnages féminins et d'ailleurs masculins qu'on peut retrouver. Ça, c'est à discuter Dans des en grandes lignes à détail chaque fois, mais, au bien titre sûr. par titre après, mais bon, il y a des stéréotypes dans d'autres magazines a fortiori bien que sûr. je trouve qui sont. que Shogakukan a plus de bouquins justement stéréotypés que Hakusensha, hein, parce que Shogakukan, c'est eux qui ont formé toute la partie des shoujo où les filles elles font non, non, bon d'accord. Alors, Alors Mais, après, ça ouais. dépend des magazines de Shogakukan aussi, hein, parce qu'il prend le Gekkan Oui. Flower. je pense que ce serait bien par contre c'est de prendre quelques exemples un peu précis parce que là je pense pour les auditeurs ça va être très perturbant là, on parle d'éditeurs japonais qui voient pas forcément de titres du coup qui sont pas nommés donc si on peut revenir. Mais si historiquement, on prend en tout cas pour la France l'arrivée du shoujo manga, bon évidemment il y a eu Sailor Moon et il y a eu des choses comme Candy qui ont été publiées en format papier, mais les premiers shoujo manga qu'on a eu en France, c'est des choses qui venaient d'autrices comme Clamp. Enfin, on n'est quand même pas dans des clichés non plus de la romance. Non, c'est Donc, clair. Clamp, il y a un moment. il y a quand même dans leur œuvre, il y a quand même des choses qui sont très très diversifiées. Ouais. Oui. C'était de la fantaisie, c'était des choses historiques avec des grands drames, des choses métaphysiques. Enfin, on était loin de la romance lycéenne comme on peut l'imaginer aujourd'hui. Bien sûr. Il y a clairement un moment où il y a eu un basculement dans l'image que ça a eu en France. Je ne sais pas à quel moment il arrive exactement ce basculement. Bon, pour moi, clairement, il y a un moment où il y a la même année, on a eu en français à peu d'intervalle Peach Girl, Fruit Basket et Nana. Ça a été des grands tournants. Mais avant, il y avait quand même aussi Angel Sanctuary, Piece of My Earth, quand même, de Saki Hiwatari. C'était, bon, même si on était dans un monde contemporain, il y avait l'aspect science-fiction, réincarnation. Bien sûr, ouais. Donc, on était au-delà complètement. Et voilà, si on parle justement de Hakusensha, c'est quand même l'éditeur de Angel Sanctuary et Piece of My Earth,
crois pas qu'ils soient vraiment dans des Mm. clichés et stéréotypes. Non, ça c'est Mais après, ce qui est intéressant par rapport à ce que tu disais sur les catégorisations, c'est que voilà, on a voulu utiliser des mots qui nous appartenaient pas. On a voulu utiliser des catégories qui étaient adaptées à un public, à un lectorat japonais dans une culture française. Ou alors, moi, je pense que peut-être que en effet, l'éditeur, il a un rôle de médiateur par rapport à ça et que on a voulu réutiliser des mots, mais on les a biaisés, on les a transformés, et on en a fait quelque chose qui nous appartient tout en nous appartenant pas, parce qu'on appelle ça du shoujo, du shonen, du seinen, et que en fait, bah ouais, on a tordu un peu les choses, et aujourd'hui, bah du coup, on se retrouve pas, et Ouais, les ouais, ouais. lecteurs se retrouvent moins sur ces catégories qui au début avaient comme volonté de rendre visibles certaines choses, et puis bah qui sont devenues complètement enfermantes. Après, juste par rapport à l'histoire du shoujo et du shonen, on parle de catégorisation genrée, c'est quand même quelque chose qui est assez courant dans l'édition jeunesse. La Bien sûr, bibliothèque rose, la bibliothèque verte, c'est quand même. Alors, peut-être Mais que pas. qui tend à disparaître. Bien quand sûr, même, qui tend heureusement, à parce que, disparaître, ouais, et heureusement. Et en effet, je pense que aujourd'hui, un éditeur ferait ça, c'est quand même problématique. Mais enfin, si c'est des choses où nous, public français, qu'on verrait pas sur des ouvrages adultes, ou enfin en tout cas sur des maisons d'édition adultes. Enfin, il y a quand même le retour de tout ce qui est new romance, new Exactement, adulte, j'allais Lit, dire. etc. Non, c'est clair. Mais ouais, c'est plus. Enfin, disons que. Enfin, je trouve que dans l'édition de jeunesse, c'est quelque chose qui est très facilement accepté, et que c'est un peu différent. Ouais, chez les productions adultes. Et le manga a quand même un lien avec l'édition jeunesse Oui, très fort, oui. assez fort, et qui fait qu'on a banalisé aussi ce côté. Le shoujo, c'est des Mais trucs par pour rapport filles, à- et c'est tellement large. Oui, que- mais justement, est-ce que, enfin, moi je suis pas personnellement, j'ai pas forcément de problème avec le fait de dire, bah le shoujo c'est du manga qui est écrit pour des filles. Après, je veux dire, lit du shoujo qui a envie, mais se dire, ok, puisque ça reste un produit, comme un produit commercial, on le market pour les filles. Ce qui me gêne, c'est ce que disait Bruno tout à l'heure, c'est plutôt le type de shoujo qu'on voit publier ces Oui. derniers temps en masse, où on est effectivement dans le syndrome du, bah, on va faire que de l'historiette d'amour un peu Mais du bidon, coup, est-ce qu'on etc. parle de ce que produisent ce que donnent à montrer les éditeurs français, ou ce que produisent les éditeurs japonais? Parce bah, que c'est nous, un- on est un filtre déjà. Il y a un filtre en France, mais au Japon, il y a la même tendance, hein. Il y a Voilà. pas mal Voilà, d'autrices de shoujo manga qui râlent parce que ces Mm. derniers temps, il y a un niveau aussi dans l'éditorial shoujo qui a baissé, et que parce qu'il y a un problème aussi, bon, dans les, on va dire dans la formation des lectrices et des lecteurs Mm. qui ont moins l'habitude, et puis de toute façon, même dans les autrices ou les auteurs aussi, hein, de toute façon, dans la narration, tout ça, on le sent sur une nouvelle génération d'artistes que c'est. Ouais, il y a des lacunes narratives, il y a plein de niveaux, et donc ça peut compenser l'aspect romance est ultra mis en avant du coup dans plein de magazines shoujo pour jeunes, parce que justement c'est plus facile à faire passer comme ça. Donc il existe ce phénomène au Japon, mais Mm. il est encore plus, Encore plus, ouais. en France il est accentué exacerbé. d'une manière Mm. effarante. Parce qu'après, de toute façon, bien sûr que les éditeurs français sont un filtre, mais enfin, vous êtes Non, mais mieux ce que je placé veux que dire, moi c'est pour que on parle de diversité, et est-ce que parfois c'est pas nous, éditeurs français, qui appauvrissons Alors un genre en n'en montrant pas Après- l'entière diversité? après, tout le monde a sa part de Non, responsabilité, mais et ça veut dire que je sais pas du tout pour jeter Bah, la non, pierre. non, mais Voilà, parce c'est que pour il y a des- montrer qu'il y a quand même il y a des moments où il y a eu choses qui se des passent. titres qui étaient ultra audacieux qui avaient été publiés en français, et puis ils n'ont pas fonctionné non Oui, plus. bien Donc sûr. c'est là Non, où et puis c'est le marché compliqué. est Enfin, tel qu'il est aussi. On est dans un marché qui est Voilà. concentré, avec des Et libraires qui sont saturés aussi de choses. Et les Moi, quand éditeurs même, ce qui français, ils vont- m'interpelle, Vas-y, je t'en prie. c'est que entre le shonen et le shoujo, que ce soit au Japon ou en France, j'ai quand même l'impression que, puisque le sujet c'est quand même la représentation des femmes dedans, que les représentations des personnages féminins sont pas du tout les mêmes non plus, quoi. c'est Donc clair. par exemple, pour ce qui est shonen, la représentation des femmes, c'est quand même... Bon, voilà, on rame quand même, parce que c'est quand même souvent des filles très objectivées pour leur corps, pour leur forme, très rarement, on va dire, pour leur talent, et puis quand il y en a une, bah, des fois, il y en a vraiment qu'une seule. Enfin voilà, il y en a vraiment très rarement plus. Si je peux rebondir, j'ai Oui. récemment une amie qui a sa nièce qui parlait de manga, et c'était intéressant parce que sa nièce disait, une grande lectrice de shonen, et puis j'ai essayé de comprendre pourquoi elle lisait pas des shoujo, sa nièce. Et en fait, elle lui a dit, ah mais c'est parce que les personnages féminins, ils sont pas intéressants.
Et en fait, ça veut dire qu'elle n'a pas lu de shoujo, mais comme elle a un filtre par le shonen manga, effectivement, en tant que jeune lectrice, elle s'est pas du tout identifiée aux personnages féminins C'est ça. en estimant qu'ils n'étaient pas intéressants. Et du coup, aussi par ça, elle n'a pas commencé à lire de shoujo manga parce qu'elle voyait plein de personnages féminins dans les shoujo manga. Donc d'emblée, elle s'est dit, ça va pas être intéressant. Et en fait, c'est terrible comme constat. Oui, il y a un test qui s'appelle le test de Bechdel. Je ne sais pas si vous connaissez, qui est très simple. Alison Bechdel. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de shonen qui le passent. Donc c'est vrai que... Alors évidemment, pas tous, heureusement. Oui, parce que Mais je pense qu'on peut quand même trouver des titres heureusement, shonen, publiés heureusement. en France où Bien il y sûr, a des femmes ouais. fortes. Et, Voilà, bon, heureusement, mais honnêtement, c'est vrai que la plupart, c'est vrai que je prends Dragon Ball ou des choses comme ça. Bon, voilà, c'est un peu difficile. C'est vrai qu'on. Enfin, Après, n'oubliez pas que ça s'adresse exclusivement à des garçons. Non. Oui, sauf que moi, je ben, suis une fille et j'ai puis lu Dragon ça Ball s'adresse- aussi, oui, tu vois. parce que Mais, c'est- Alors, Exactement. Ça ouais. s'adresse pas exclusivement aux garçons, c'est là où justement, bon, peut-être à l'époque ils faisaient moins attention, mais aujourd'hui dans les magazines shonen et surtout dans Shonen Jump, ils ont Bien sûr. parfaitement conscience Qu'il il y a des lectrices, Mais bien bah oui. sûr. et, Heureusement. Et ça se voit sur et la ça se diversité voit, des et personnages ils féminins. objectifient aussi les personnages masculins du coup. Bien sûr, tout à fait. C'est valable dans les deux sens, en Ouais. tout cas dans ces genres-là. Après, le seinen, c'est beaucoup plus compliqué, et heureusement. Mais c'est vrai que, par exemple, là, récemment, je suis allée à l'exposition de Urasawa, je ne sais pas si vous Ouais, l'avez oui, vu à oui. l'Hôtel de Ouais, Ville, l'Hôtel qui de était Ville. vraiment génial. Et je me suis aperçue, chose que je n'avais pas réalisée en lisant ses ouvrages, qu'il avait deux façons de représenter ces personnages féminins, et je ne suis pas sûre que lui-même en ait conscience, en fait. Et par exemple, dès qu'elles sont un petit peu maquillées, apprêtées, très féminines, ce sont des personnages fatals. Ce sont des femmes fatales exactement. Ouais, C'est ouais. vrai, oui. qui vont entraîner soit la perte du personnage masculin ou d'autres personnages, ou en tout cas, elles entraînent leur propre perte. Mm. Et les personnages féminins positifs, elles sont beaucoup plus... sont à peu près, on va dire, normales. Elles sont pas féminisées à l'extrême, elles sont pas maquillées, etc. quoi. Même presque un peu garçon manqué quelque Oui, part. tout à fait, exactement. Et ça m'a frappé parce que c'est vrai que je l'avais pas forcément réalisé dans l'ensemble de son œuvre. Mais là, c'était assez évident, ouais. Complètement. On me regarde comme ça là. C'est le moment de relancer. Femme fatale, on a pensé Justement. à toi. Pour rester dans le shonen, moi je pense que ce qui est intéressant, c'est surtout que pour aller diviser encore un petit peu, je pense qu'il y a vraiment une différence grave de traitement du personnage féminin suivant si on est dans du manga d'aventure typique, justement comme Naruto, Dragon Ball et compagnie, où là potentiellement justement tu vas avoir des femmes qui vont pas forcément être vues juste comme un objet sexuel, puisque d'abord souvent dans le shonen d'aventure il n'y a pas de romance. Et soit tu as un shonen d'aventure et donc c'est de l'aventure pure, soit c'est un shonen romantique et donc là tu as de la romance. Et dans le shonen d'aventure, souvent le personnage féminin, c'est son seul point positif, entre guillemets, c'est que c'est celui qui réfléchit un peu. C'est d'être là. Oui, c'est vrai, c'est Voilà. juste. Mais dans les shonen d'aventure, il y a quand même de la romance. Peu semblait arcade. Non mais après, Maintenant, Je il dirais que commence c'est à un y peu en avoir- l'objectif de la Il quête commence du à y en héros. avoir plus qu'avant. Parce qu'avant, moi, c'était un truc qui me frustrait parce que moi, quand j'étais jeune, je ne connaissais pas beaucoup les shoujo. Et à cette époque, moi, je connaissais le manga surtout par les séries shonen classiques. Et dans les shonen classiques, à chaque fois qu'il y avait un semblant d'histoire sentimentale entre deux personnages, ça n'aboutissait jamais. c'est Le souvent très vite bel évacué exemple- ou ça voilà, sert le plus de bel exemple comique. de tous les temps pour moi, c'est Dragon Ball. Un jour, on apprend, je suis Trunks, je suis le fils de Bulma et de Vegeta. Mais vous vous êtes rencontrés quand? Vous vous êtes parlé quand? C'est passé comment quoi? Exactement. D'ailleurs, on se pose toujours la question, je tiens à le Ouais. dire. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu une porosité aussi aujourd'hui, justement, Bien sûr. de ce qu'on disait des genres, etc., et donc des lecteurs et des lectrices, et que du coup, en effet, il y a un peu de chacun des genres qui se mélange et qui fait que, voilà, en effet, les lectrices de shonen, elles existent, elles sont présentes, elles sont une part importante du lectorat. Et donc, du coup, on les met pas de côté non plus. Et en effet, moi, je trouve que pour le coup, sur les séries récentes, il y a un peu plus. Alors après, non, c'est pas non plus la révolution, quoi. Mais Par mais exemple, bon. concrètement, est-ce que tu vois, t'as une série qui est sortie en France récemment, alors je sais pas chez qui, tu vois, où Ouais. tu t'es dit, ah ouais, là il y a des personnages féminins qui sont un peu sympas, qui sont un peu travaillés, autre chose que le classique, la fille un peu ténébreuse et qui est hyper balèze, ou la fille qui est très tête en l'air, quoi, oh mon Dieu. Ou, Bah, moi, je trouve quand même que oui. on est souvent dans le. Après, c'est aussi la mécanique du manga qui fait Ouais. qu'on fait des personnages très stéréotypés pour pouvoir aller toucher un maximum de lecteurs différents et pour que ce soit très facilement identifiable.
Mais alors encore une fois, Bruno, qu'on soit bien d'accord, hein, je parle des mangas les plus mainstream. On peut évidemment aller chercher des éditeurs ou des auteurs un peu plus audacieux. Mais dans les grosses mécaniques, c'est vrai que je vois pas beaucoup d'œuvres où je me dis ah là c'est malin, là ils ont développé un personnage très intelligent. Tu vois, pour sortir un instant du manga, moi je suis allé voir il y a pas longtemps Black Panther. Mhm. Et j'ai trouvé que sans que ce soit la révolution absolue, les personnages féminins dedans étaient plutôt traités de manière intéressante parce que l'intérêt amoureux du héros, en fait, elle a une vie en dehors de ça. Je veux dire, elle, Oui, justement, parce que Elles existent ça- vraiment. voilà, et sa romance, elle en a. Voilà, elle existe, mais elle l'a mise de côté parce qu'elle a envie de s'accomplir et c'est ça qui est le plus important. La sœur, c'est elle qui crée tous les gadgets et qui est la vraie tête, la vraie intello du groupe. Enfin voilà, on a des personnages. Il y a la nana qui est la chef de la sécurité, qui est une grosse badass. Enfin, on a des vrais personnages féminins qui existent par eux-mêmes, sans avoir besoin de s'appuyer sur leurs hommes ou quoi que ce soit. Et ça, c'était intéressant, je trouvais. Oui, oui. Non, mais oui, mais bon, après, voilà, en effet, sur du shonen, je suis pas sûre que demain on va trouver des. Après, voilà, enfin, moi, je parle de ma paroisse parce que c'est ce que je connais bien aussi, mais voilà, Fairy Tail, je trouve qu'il y a une richesse de diversité de personnages. Après, C'est vrai. c'est pas des Ouais. personnages qui sont ultra creusés dans le sens où tu vas pas avoir, voilà, on parle de ces tests Bechdel qui permettent un peu de voir la position. En effet, On peut C'est juste c'est le peut-être pas mal détailler un d'expliquer le instant. test Voilà. pour les auditeurs. Exactement. Oui, alors le test de Bechdel, c'est donc un test qui a été créé dans les années 90 par Alison Bechdel. Et en fait, elle disait tout simplement que quand, dans un film ou dans un livre, il faut qu'il y ait donc 2 personnages féminins au moins, il ne faut pas qu'il n'y en ait qu'un seul, qu'elles se parlent, ça serait C'est déjà ça. pas mal, et qu'elles parlent d'autre chose que d'un homme. Voilà, tout simplement. Voilà. Après, on peut pousser le test un peu plus loin, mais ça, c'est la base du test. Donc, vas-y, excuse-moi, on te rend la main. donc voilà, et juste, je trouvais que dans Fairy Tail, par exemple, il y avait une diversité de personnages. C'est vrai. Il y a Non, plein oui, et de- puis des voilà. personnages forts. Enfin voilà, Erza, Voilà, c'est exactement, quelqu'un qui existe. Même sans parler des personnages de Lucie et d'Erza, qui sont les personnages féminins un peu centraux, il y a une multitude de personnages féminins qui sont, qui font des Ils sont choses très variés. qui sont très variés, en tout cas. Après, si je peux me permettre, bon, je lis pas quasiment plus de shonen manga, même en japonais, mais ces derniers temps, dans My Hero Academia, j'ai l'impression qu'il y a l'espèce de personnage féminin en grenouille là, qui a l'air Ouais. un peu Ouais. original quand même. Oui, il est très Et chouette. puis il y a My Promised Neverland ou quelque chose comme ça qui sort bientôt. Mm, mm. Et pareil, il y a quand même en plein milieu de la couverture, c'est plutôt un personnage féminin qui est mis en avant. Oui, oui. Je suis assez curieux de voir qu'est-ce que ça peut donner dans des nouveaux standards du Shonen Jump. Mm, mm. J'ai l'impression que ça évolue dans le bon Ouais, sens. moi, je suis assez. Alors, moi, assez ça d'accord. m'épate parce que c'est l'un des rares personnages héros dans un Shonen Jump féminin qui soit pas un personnage un peu comme Medaka, la nana qui est forte mais qui a une grosse poitrine, qui est hyper bien. Là, c'est une petite nana toute frêle, toute mignonne, etc. Et ça m'épate, le manga marche. Mais pourquoi Non, mais parce que normal. c'est Non, mais c'est vrai, positif, c'est ça montre exceptionnel, hein, ouais. ça montre que aussi, même au Japon, les lecteurs et les lectrices sont en train d'évoluer et qu'il y a une autre attente aussi. Donc c'est super positif comme constat. Alors, est-ce que tu crois que dans le futur, Sakura, un personnage comme Sakura, ne se sentira pas obligée d'être amoureuse du même personnage de quand elle était petite et quand elle devient adulte et se marie avec? Alors, comprends pas pourquoi la je dis question. ça? C'est normal, c'est normal. Cherche J'ai pas personne. compris la question. Je vais t'expliquer pourquoi. Elle Il y a un fait truc son qui hal. me choque, en fait, qui m'est resté de Naruto là-dessus. C'est qu'il y a le personnage de Sakura, quand elle est petite, elle est amoureuse. Parler de Sakura de Naruto, d'accord. Oui, oui, Moi déjà, j'étais il sur parlait de Cardcaptor Sakura. Et alors, oui, je- moi, j'étais sur le Oui, sur le c'est café, pour ça qu'on quoi. parlait de ça. Je lis Non, pas non, Naruto, non. passer le Non. tome 10, je Non, peux pas alors, parler je de t'explique ça. le concept. Quand ils sont petits, ils sont jeunes, elle est amoureuse Sasuke. d'Asuke parce qu'il représente le mec qui est balèze, machin, etc., etc. Mais c'est un personnage qui change énormément avec le temps. Ah bah oui, il essaye de détruire le village. Voilà. Alors bon, quand même. hein. Elle évolue aussi, mais pourtant, elle reste amoureuse du même personnage et pour les mêmes raisons à la fin. Et ça, c'est un truc que je n'arrive pas à comprendre. Bah, moi, je trouve qu'il y a une cohérence. Si t'es pas amoureuse du perso pour ses sentiments que mais parce que juste c'est un BG, bah, tant qu'il reste BG, à la limite, il y a une cohérence, quoi. Mais Voilà. Et ça, je trouve que c'est un truc typiquement shonen. Ah bah oui. je repars un peu sur ce qu'on parlait de la Merci. diversité des personnages, etc. Je pense où on dit en effet ça évolue, les choses changent, etc. Mais le public peut-être change, mais est-ce que les dessinateurs justement
pensent pas Euh, aussi un peu différemment aujourd'hui, ou en tout cas essayer de proposer des choses un peu différentes et que les lecteurs aient envie d'autres choses. C'est bien, mais il faut que les auteurs derrière et les Oui, oui, autrices, oui. elles apportent aussi. Je pense que les femmes mangaka, en tout cas au Japon, forcément, de toute façon, elles sont dans cet esprit de la place de la femme au Japon. Et c'est sûr qu'on ne peut pas séparer les deux de toute façon, la réalité et sa représentation dans les œuvres, même qu'elles soient imaginaires ou pas, quoi. Et je pense qu'effectivement, tant que la femme au Japon ne sera pas complètement l'égale de l'homme, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, on le sait quand même, je pense que ça sera difficile d'atteindre ça. Après, je trouve que là, dans tout ce qu'on vient de dire, il y a quand même une grande progression, notamment le fait de parler d'une héroïne qui n'a pas des gros seins dans un truc pour des garçons. Je trouve que c'est quand même un grand progrès, si ça marche, quoi. Parce que c'est vrai que moi, je pense que un des gros soucis, en tout cas dans la représentation de la femme dans les mangas, c'est l'objectivation. Et là, je pense qu'on va aborder un des sujets que tu voulais aborder, c'était tout ce qui est lolicon, etc. Enfin, ça, c'est quand même terrible. Et enfin voilà, je pense qu'à ce niveau-là, il faut qu'il y ait un progrès aussi conscient de la part des auteurs de manga. Et là, je pense plutôt aux hommes. Et on sait quand même que les auteurs des mangas, ce sont globalement des gens qui restent chez eux à dessiner, surtout au Japon, hein, je veux dire, hein, chez eux et qui ne sortent vraiment plus beaucoup, qui n'ont plus beaucoup de vie en fait, et qui manquent de contact en fait avec la réalité. Donc c'est possible que des fois ils décrochent un petit peu de ça. Et là, c'est vrai que je reviens sur l'exemple de Urasawa, mais quand il est venu faire sa masterclass à Angoulême, j'y suis allée en me disant ça va être comme Otomo, ça va être 2 heures avec on va entendre toute sa méthode de travail, etc. Et en fait, Urasawa il était sur scène et la seule chose qu'il avait envie de faire, c'était jouer de la musique, parce qu'il joue de la musique. C'était un peu abusé, je trouve. C'était un peu abusé parce que bon, il y avait des gens qui avaient payé enfin voilà, mais en fait, c'était son moment et c'était son grand moment de reconnaissance internationale et je peux comprendre ça aussi, tu vois. Parce que sinon, ben voilà, il a passé quand même 30-40 ans à faire des dessins chez lui et à un moment donné, il a besoin de s'extérioriser. Donc c'est pour ça aussi que je pense que sa vision de la femme, elle est un petit peu séparée comme ça, tu vois. Alors, est-ce que vous ne pensez pas, je pose la question, hein, aussi que des fois, il peut y avoir un auteur féminin qui a envie de faire un truc, elle arrive et son éditeur lui fait « Oh, c'est génial ton idée, on va le garder de côté, fais plutôt comme ça. » Bien sûr que ça arrive, Oui. mais bon, l'éditorial, il change là-bas aussi et les Exactement. frontières aussi, avec tout ce qui est publication numérique, sont en train énormément de bouger. Et puis, enfin voilà, après, c'est pas parce qu'elles sont des femmes en tant qu'auteurs qu'ils leur font faire autre chose. Les hommes aussi peuvent arriver avec des C'est ce que idées j'allais dire, hein. et puis on leur fait faire autre chose parce que on connaît le système éditorial japonais avec le Très responsable directif, ouais. éditorial qui donne des orientations. Alors, il y a des magazines plus ou moins directifs, mais c'est quelque chose qui existe globalement dans l'éditorial au Japon. Surtout avec une publication hebdomadaire dans un magazine, Ouais, surtout en avec hebdo. des ventes qui sont scrutées. Et Mais, Alors après, il y a plein de magazines qui sont pas dans cette logique-là aussi, heureusement. Hein. heureusement, C'est, ouais. Et sinon, on n'aurait pas cette richesse-là et cette diversité-là dans les mangas. mais c'est des choses dont on parle aussi beaucoup en France avec des autrices justement qui parlent un peu de ça aujourd'hui, qui disent aujourd'hui quand tu fais une héroïne, si elle est pas comme ça, si je fais une couve et que la nana elle est un peu ronde, elle est un peu comme ça. Je me souviens de Digli qui avait fait tout un post autour de ça, Tout à fait, etc. En disant, moi j'en ai marre aussi de représenter des nanas qui sont toutes fines, bien gaulées, parfaites, et que voilà, je pense qu'en effet, peut-être que les éditeurs, il y a aussi en partie les éditeurs qui interviennent sur des choses, que ce soit au Japon ou en France. Aujourd'hui, on aime bien que ce soit un peu standardisé. C'est sûr. Après, en plus, si on regarde l'histoire de la bande dessinée franco-belge, enfin européenne, l'arrivée des autrices, elle est quand même. Il y en avait, ouais. hein, il y en a toujours eu, mais c'est ultra récent, vrai. quoi. C'est vrai. Il y a- Non, alors c'est Non, mais pas ultra récent, mais dans cette proportion-là, et c'était vachement. alors oui, on est de plus en plus. Vachement invisibilisé avant. On est aussi. un quart des auteurs maintenant à être des femmes. Mais en même temps, par rapport au Japon, c'est ridicule. Mais par rapport au Japon, c'est ridicule parce que aussi en France, le milieu de la bande dessinée, ça a été toujours un peu un milieu de gonzo aussi. tu vois. Évidemment, hein, Alors, évidemment. je vais dire un truc qui, à chaque fois, je me faisais jeter en l'air à chaque fois que je disais ça. Moi, je vais au salon d'Angoulême depuis des années, des années, des années, des années. D'accord ? Avant, dans les années 80, j'y allais déjà. Ça vous donne un peu une ordre d'idée. Au départ, Tu es quand vieux. j'allais, C'est ce que j'allais dire. voilà. Au départ, quand j'étais petit et que j'allais au salon d'Angoulême, il n'y avait pas de nana, sauf les hôtesses, bien sûr. Et non seulement il n'y avait pas de nana, mais les rares nanas qu'on trouvait, elles se tenaient au bras
de leur mec et se faisaient Si chier. tu savais le voilà. nombre de fois où on m'a pris pour la femme d'un auteur, voire la maîtresse d'un auteur, Ah, je peux même c'est pas pas te dire. vrai. Bah, Quelle bien La sûr. horreur. maîtresse, Bien comme ils Donc, y vont. Ah, bah, écoute, effectivement, les choses ont un peu changé. Je trouve pas énormément, mais ça a quand même un peu Oui, changé. ça a Alors, bougé, ce qui ouais. est drôle, c'est qu'à chaque fois que je dis ça à quelqu'un qui bosse dans la BD, en parlant de cette époque, il me disait non, tu te trompes. En plus, il y avait plein d'auteurs et on me cite toujours le même auteur, Voilà, c'est ça. Bah oui, bien sûr. Claire Wenling, Non, mais parce voilà. que c'était la Il y a toujours oui, deux, trois oui. noms comme ça. Voilà. Oui, oui. Elle, Mais Bretéché, voilà, ouais, non, mais Claire c'est- Wenling, moi, je Claire dis toujours, Bretéché, bien bien sûr. sûr. Voilà, moi je dis toujours, si tu arrives à sortir des noms très rapidement, Mm. c'est qu'il n'y en a pas tant que ça. Et après, enfin, pour revenir un peu sur l'idée du manga aussi, pour moi, ce qui est flagrant, c'est que cette prise de conscience au sein des maisons d'édition, qui étaient effectivement des milieux ultra masculins en France, hein, elle arrive par le manga. Hein. Mm. Parce qu'à un moment, quand il y a Fruit Basket qui fait 2 millions d'exemplaires en France, Et tout le monde se dit ouh là là, en fait, il y a de l'argent à se faire avec les femmes, faut pas les oublier. Oui, non, mais ils ont été. Comme à chaque fois, Voilà. ça a bougé, quoi. Ils ont été ultra pragmatiques, hein. Faut pas, c'est pas la Ah, grandeur d'âme et l'envie de faire bouger les choses qui les a fait Là, prendre de toute conscience. façon, dans hein. les études de lectorat qui ont été faites récemment en bande dessinée et donc le manga, ils se sont aperçus effectivement que les principaux acheteurs de manga, ce sont surtout des filles, des femmes. Après, pour la bande dessinée, ce sont aussi des femmes, apparemment, mais plus âgées. Mais donc, le lectorat féminin compte énormément en manga en France. Et Ouais, c'est 15% du Mais, chiffre mais d'affaires. c'est pas surprenant, hein, parce que de la quand- bande dessinée, enfin du livre, je veux dire. parce qu'il y avait un vrai trou dans tout ce qui était proposé en œuvre culturelle Voilà. globalement et pas que dans la bande dessinée d'ailleurs. Et quand le manga il arrive là-dessus, c'était une vraie ouverture et ça. Je pense qu'il y a eu une vraie bouffée d'oxygène qui est arrivée. Et ce qui est toujours un grand paradoxe parce qu'on a justement cette image et cette idée que le Japon est un pays ultra misogyne. Alors il y a une part de réalité là-dedans, mais c'est aussi un des pays où c'est quand même un des pays où l'éditorial féminin il s'est le plus développé. C'est ça. Je pense que c'est le paradoxe du pays. C'est le grand paradoxe du pays. Parce que justement, peut-être ça a été aidé par. Là, tu me dis si je me trompe, Anne-Charlotte, ça a été aidé justement par ces catégories de lectorat, peut-être. Oui, je pense. Et ce que tu disais avec les histoires de marché, c'est-à-dire que on voit qu'il y a un marché de lectrices. Alors peut-être qu'au début c'était les lycéennes, etc. Et puis après on s'est aperçu que les femmes adultes, elles avaient aussi envie de lire des choses. Et donc du coup, voilà, le marché se diversifie et l'offre se diversifie et les deux fonctionnent l'un avec l'autre. Voilà. Après, j'en parlais récemment avec une autrice de manga, dans une interview qui sera publiée dans un magazine prochainement, et je lui demande justement si je lui ai posé cette question sur la place des femmes en tant qu'autrice de manga, et sa réponse, elle a été assez intéressante parce qu'elle dit, moi, mon ressenti, c'est que dans l'éditorial au Japon, on n'a pas le problème du sexisme. Parce que, en fait, ce qui compte chez les éditeurs, c'est l'argent et c'est le succès d'un livre. Donc, si le succès d'un livre, si un livre fonctionne, ils s'en foutent de savoir si on est un homme ou une femme. Le poids du lectorat. Et du coup, c'est pas en tant que femme qu'elle a eu la pression parce qu'elle avait l'impression que tant que ça marchait, c'était bon. Et qu'en fait, on sait bien, hein, des grands auteurs de best-sellers, c'est des gens comme Rumiko Takahashi. Oui. Voilà. D'ailleurs, moi, je milite pour que Rumiko Takahashi soit élu Grand Prix d'Angoulême l'année prochaine. Je pense qu'on est tous Moi, je suis dessus, hein. autour de la table. Ouais. Je pense qu'on est nombreux à penser que ça serait très positif. Hein. Tout à fait. Du coup, on va faire une petite pause là parce que ça fait quand même presque 1 heure qu'on est en train de parler. Du coup, tu avais choisi un titre musical. Tu m'as Oui, proposé un truc. Tempura Kids, D'accord. Cider, c'est un groupe de gamins qui chantent de l'électropop japonaise. Bon, top. On écoute ça. On se retrouve à cette sélection musicale assez atypique. Voilà. Et donc, on repart sur quoi, chef ? Nous allons parler, cette fois-ci, on va aborder les différents stéréotypes des représentations des femmes dans le manga. Donc, je vous laisse, qui veut prendre la parole sur effectivement les différentes... Alors, oh là, c'est vaste hein, quand Ouais, même. très vaste. C'est dur, très vaste. Immense. Alors oui, c'est ça le truc, c'est que justement, il y a des archétypes, que ce soit chez les personnages féminins ou les personnages masculins, et donc forcément chez les femmes. Alors moi, c'est vrai, je vais tout de suite parler de Lolicon parce que c'est vraiment des trucs sur lesquels je bloque un petit peu aussi. Alors, définition déjà le Lolicon pour Oui. les lecteurs qui ne connaîtraient pas. Alors, le Lolicon, donc c'est une représentation de très jeunes filles, souvent avec ce truc de l'uniforme scolaire aussi, qui est très prégnant dans la civilisation japonaise. Des très jeunes filles et donc qui sont très sexualisées, forcément, et qui sont très présentes dans les fantasmes sexuels asiatiques et japonais. Et qui donc souvent dans les mangas sont vraiment mises en avant
de façon très dérangeante, à mon sens, parce que justement, ce sont des personnages sexualisés très tôt, et même quand ce sont des jeunes filles plutôt majeures, etc., elles sont quand même représentées de façon aussi très infantile aussi. Enfin, j'ai un peu de mal à en parler parce que c'est j'avoue les que c'est un fameux petit dragons peu... de 500 ans, quoi. Oui, c'est un peu compliqué, ouais, voilà. Donc, et ça, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les shonen aussi, d'ailleurs. Un peu moins dans les shoujo, heureusement. Mais on retrouve quand même beaucoup ça dans les shonen et dans les seinen aussi, ce qui est un peu plus dérangeant, forcément. Et forcément, le hentai, etc. Ça, j'en parle même pas parce que c'est énorme. Enfin, si vous voulez, on peut en parler. Je pense qu'on fera une Mais, édition spéciale sur le hentai. Oui, parce que, ce il y a serait beaucoup de choses à intéressant. dire. Il y a beaucoup de courants aussi dedans, donc oui, tout à fait, ouais. Donc oui, forcément, le lolicon, c'est vraiment une partie typiquement japonaise, en tout cas, qui n'existe pas forcément dans le comics ou dans le franco-belge. Parce que c'est vrai qu'au Japon, les gens sont plutôt menus, on va dire. Et que donc les femmes sont... c'est vrai que la taille moyenne là-bas, moi j'y suis allée, j'ai eu du mal à m'habiller, hein, parce que la taille là-bas c'est plutôt du 34-36. Hein, donc Bien sûr, quand on fait plus, c'est compliqué. Et donc je pense que ça vient aussi de ça, en fait. C'est pas une confusion des genres, hein, mais c'est quand même difficile à comprendre quand on est occidental, quand on a grandi en Occident, en Europe. Cette objectivation en tout cas, des très jeunes filles, c'est vraiment étrange et dérangeant. Ouais. Alors moi, je vais me faire l'avocat du diable, mais en Vas-y. fait, en quoi c'est gênant, que ce soit d'ailleurs le lolicon ou d'autres choses, mais en quoi c'est gênant l'objectivation l'objectification de la femme dans le manga, puisqu'on est dans du virtuel, enfin on est dans du fictif, c'est du dessin, c'est La du fiction, dessin. oui. À aucun moment on prend une femme et on en fait un objet. On dessine quelque chose, et que ce soit un homme ou une femme, on en fait ce qu'on veut. Donc en quoi c'est gênant en fait? Parce qu'en finalement fait, le Japon, c'est quand même un pays où il y a toutes sortes au niveau du sexe en tout cas, il y a toutes sortes de délires, du drôle au moins drôle, de fétichisme, etc. Il y a plein de tendances différentes qui viennent du Japon, qui sont super intéressantes et qui sont aussi mises en scène de façon parfois très morbide dans le travail par exemple de Maruo, qu'on connaît. Donc ça, C'est bien c'est qu'on une cite un partie. titre de Maruo quand même pour les lecteurs. Oui, alors attends. La jeune fille au camélia. Voilà, Voilà. c'est ça. Le plus simple, c'est ça. Et sur l'objectification des enfants, c'est intéressant. Oui. La jeune fille au Bah, camélia, moi, ça me met ultra mal à l'aise. Moi, ça met super mal à l'aise aussi. C'est dérivé en fait de Freaks de Todd Browning. C'est une très jeune fille qui arrive dans un cirque. Mais bon, là, on est vraiment c'est pas dans du grand public, si tu veux. C'est vraiment du spécialisé. Mais c'est fait pour mettre mal à l'aise de toute Exactement. façon. C'est Enfin, fait pour être mal à l'aise. Tout est dérangeant, c'est très sexuel, c'est très violent, c'est très obscène. Et en plus, il y a des freaks, donc c'est très... Enfin voilà, on n'est pas dans des choses, entre guillemets, normales, quoi. On n'est pas dans le mainstream du tout. Mais du On coup, n'est je pas dans le repose ma mainstream du question. tout. Oui, pardon. En fait, en quoi c'est gênant? Puisqu'on est sur de la fiction. On Parce est que surtout, on est sur oui, quelque alors chose qui je reviens n'existe sur pas, vraiment ce du que je dessiné. disais. Oui, je reviens sur ça. Donc en l'occurrence, ce qui se passe, c'est que donc c'est un pays où il y a plein d'extrêmes comme ça, et en même temps, dans le quotidien, on sait que les garçons et les filles japonais ont de moins en moins de contact. Et en fait, ça c'est quand même Ça, c'est globalement clair, ouais. assez triste. Et je pense que ces clichés entretiennent malheureusement un éloignement entre les garçons et les filles. Parce qu'en fait, ils se mélangent de moins en moins, ils ont de plus en plus peur les uns des autres, et ils ont du mal à créer des liens entre eux. Alors là, je caricature un petit peu, Oui, mais mais quand même, actuellement, c'est pas la société la mieux portante à ce niveau-là. Si je peux me permettre, on vient de publier un livre de Bargen Sakuraichi, qui est le pseudonyme de l'auteur de Ladyboy vs Yakuza, qui s'appelle La virginité passé 30 ans, souffrance et désir au quotidien. Et donc ça parle d'hommes trentenaires et quadragénaires qui sont encore puceaux et qui le vivent pas bien. Parce que bon, évidemment, il y a des gens vierges qui le vivent bien, et c'est un autre sujet. Mais en l'occurrence, dans cet ouvrage-là, c'est des personnages qui le vivent pas bien. Et dans ces personnages, et c'est des histoires vraies, c'est que des histoires vraies. Et dans ces histoires-là, il y en a un justement qui est un fan de manga et qui va avoir une excitation justement, qui commence à dessiner des personnages lolicon, etc. Et donc ça peut être problématique. Enfin, la frontière en fait entre l'imaginaire et la réalité, elle est toujours existante, mais l'imaginaire il nourrit aussi qui on est. Et parfois ça peut être cause de frustration. Il y a la question du passage à l'acte évidemment. Voilà. En tout cas, est-ce que c'est problématique? Je pense que c'est toujours délicat
pas quand on est dans le domaine du fantasme, hein, Mm. mais voilà, une représentation aussi peut avoir un impact vraiment sur la psyché des gens et des individus, à mon avis. Et oui, et D'accord, puis donc s'enfermer dans sa propre représentation, dans la représentation de ce que c'est d'être une femme, de ce que c'est d'être un homme. Et enfin, moi, de ce que je connais, mais je suis pas du tout une spécialiste du sujet, mais de ce que je connais de la culture japonaise et de ce problème justement qu'on voit, dont on parle de plus en plus, de la virginité à 30 ans, des problèmes de lien en fait qu'il y a entre les hommes et les femmes au Japon, c'est que chacun est aussi enfermé dans sa représentation de qu'est-ce que c'est d'être un homme au Japon aujourd'hui et qu'est-ce que c'est d'être une femme au Japon aujourd'hui, et qu'en fait tout le monde n'ose pas être dans le vrai, ou en tout cas sortir de cette représentation. Donc ouais, si je vous suis un peu, l'idée c'est ça, c'est que la représentation faussée des personnages, qu'ils soient féminins ou masculins, effectivement, ça vient nourrir l'image qu'on s'en fait, et donc ensuite les rapports qu'on peut avoir avec les vrais individus. En tout cas, je pense que ça n'encourage pas à rompre ces barrières entre les individus. Je pense que ça les entretient. Je dis pas que ça les crée, je dis que je pense que ça les entretient. Voilà. Ce serait difficile de dire que c'est parce qu'il y a ces représentations Oui. que les gens sont comme ça. Ça participe à nourrir une forme d'univers, de culture collective où on est dans cette façon de penser la femme ou de penser l'homme, ou d'avoir, voilà, on connaît tous les clichés, les stéréotypes de la conduite. On les connaît peut-être pas tous, justement, parce que je veux dire, en tout cas parmi les lecteurs, les Non, mais auditeurs, les clichés sur les hommes et les femmes, c'est les Oui. mêmes d'un pays à l'autre, hein. Oui, tout à fait. C'est l'homme Mais- qui Oui, va mais enfin, travailler, c'est la femme. Ouais, on est plus ou moins. Au Japon, les hikikomori, c'est quand même une réalité, tu vois. En France, on n'est pas encore. C'est quoi l'hikikomori, du coup? Ce sont ces gens qui restent enfermés chez eux. Oui, non, je suis obligée d'expliquer à chaque fois. Eh Ce oui. sont ces gens, majoritairement des hommes, je pense qu'il y a des femmes, mais j'avoue, j'en connais beaucoup moins, des hommes qui restent enfermés chez eux. Maintenant, avec Internet, on peut avoir accès à tout. Ils se font livrer la nourriture. Souvent, même les parents les entretiennent, parce qu'ils sont reclus dans une pièce de l'appartement. Et ils ne sortent pas, et ils vivent entièrement par écran interposé ou en commandant des choses sur Internet. Enfin, Chez nous, aujourd'hui. ça s'appelle Secret Story. Non, mais après. Il y a des femmes dans Secret Story. Mais réellement, des hikikomori ou des équivalents en France, il y en a, hein. Et il y en a Oui, mais aussi. C'est moins endogène dans la société. C'est moins je pense. endogène, Voilà. on les voit moins forcément. Après, c'est très compliqué aussi pour moi de parler de la France au global, parce que c'est vrai qu'on habite à la campagne. Enfin, moi, j'habite à la campagne dans un petit bled de 500 En fait, tu es habitants. un hikikomori français. Non, mais je vois qu'à la campagne, c'est un phénomène qui existe aussi, en fait. Et avec. Mais c'est clair. Parce que l'éloignement, parce que. Parce que la perte d'un emploi. Parce que la perte d'un emploi, exactement. Et puis, que- Toutes les choses qui peuvent isoler. Voilà, vous oubliez aussi la stigmatisation, parce qu'on vit dans une société, Exactement. quand on a un homme, Tout à fait. si on n'a pas de copine, on est un loser, si on est un loser, etc. Il y a plein de barrières qui fait que il y a des mecs qui restent en fait dans leur truc, qui en parlent pas, voilà, et qui s'écartent, quoi, parce que... Pour moi, une des forces du Japon, c'est qu'ils sont capables d'aborder ces sujets-là et de les regarder, Exactement, et de les regarder en Oui, face. grâce quoi. justement Et au que- manga, Ils ont des entre mots autres. pour Voilà, ça. justement, exactement, grâce au manga. Ils Et que arrivent à nous, nommer. nous, en France, Ouais, on a tendance, et justement, quand on fait des fois des livres qui parlent de sujets un peu sociétaux, les chroniques qui commencent par « Ah, au Japon, il y a ci, il y a ça ». Et en fait, l'intérêt pour moi d'utiliser aussi les mangas et de les publier en français, c'est de voir comment on peut trouver un écho dans ces livres-là en France. Exactement. Et comment il y a les mêmes choses qui s'expriment forcément différemment culturellement. Mais voilà, et en France, j'ai l'impression que souvent on a tendance à pas vouloir voir ces choses-là et à les regarder frontalement. Parce que tu te sens mieux en se disant « Ah, eux, ils sont comme ça. Ouais, donc ouais, finalement, évidemment. Moi, je suis Et pas si puis, mal. bon, il y a un côté, on préfère toujours notre culture peut-être à celle des autres. J'en sais rien là-dessus pourquoi, mais. Le côté Non, mais bête peut-être que curieuse tu as doit jouer raison. beaucoup, hein. Mais oui, c'est ça. Je pense que c'est pour ça aussi que la France est un des plus gros pays consommateurs de manga. C'est que quelque part, même si nos civilisations sont vraiment éloignées, culturellement, on a probablement plus de points communs qu'on ne le pense. Je sais pas. Moi, je suis Bien sûr, persuadé qu'il y a plein de choses qui viennent des sociétés modernes en fait, hein. Oui, c'est ça, tout C'est simplement. l'aspect grande ville, centralisation, La solitude. la solitude que ça entraîne, et il y a plein de problématiques qui vont avec. Enfin, au-delà de parler des femmes et des hommes, hein, on peut parler du vieillissement de la population, enfin de tellement d'autres choses. Enfin, c'est. Ça, Mais c'est bon, des- on est hors sujet après, quoi. C'est C'est- un sujet, mais effectivement, c'est vrai que c'est des thèmes qui sont vraiment abordés très souvent dans les mangas, qu'on trouve beaucoup moins abordés dans la bande dessinée, je pense, en Europe. Dans le comics, je connais que le comics de super-héros, donc j'en parlerai pas. Mais effectivement, forcément, quand tu lis ça traduit en français, ça fait écho à ce que tu peux vivre. Après, je pense qu'il y a des BD franco-belges et européennes qui abordent ces sujets-là, mais pour moi, une des forces du manga,
c'est de pas faire la dichotomie entre ce qu'on considère entertainment et ce qu'on considère comme de Exactement. l'art, Mm. et que ça mélange les deux, et qu'il n'y a pas cette dichotomie BD d'auteur, BD grand public, et que tout est mélangé, et que c'est un espèce d'énorme vivier laboratoire, je sais pas, alchimique ou je sais pas trop quoi, mais que du coup, dans des grandes œuvres d'entertainment, qu'on va considérer en France comme de l'entertainment, il y a des vraies thématiques de société. Et c'est ça qui me passionne dans le manga, et que des fois, ça me frustre un peu quand je regarde le paysage éditorial en France, parce que j'ai l'impression qu'on a d'un côté voilà, le truc qu'on considère comme les BD d'humour, l'entertainment, machin, et que ça n'a pas de valeur artistique et sociale et tout ce qu'on veut. Et que d'autre côté, il y a la BD d'auteur. Et ça me frustre en fait qu'on soit pas capable de mélanger tout ça. Je suis assez d'accord Parce avec ce qu'il que... y a le dieu GFK qui est là pour empêcher ça. Non, mais je suis... Enfin, en France, Mais ils non. ont les Oricon aussi. Mais hein. non, mais ça n'a rien à voir, parce que moi je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Bruno, puisque moi j'avais lu une interview d'un psychologue à l'époque, c'était sur un reportage sur Naruto, où le docteur expliquait que lui, il utilisait Naruto pour interagir en fait avec des enfants qui souffraient justement, entre autres, de harcèlement à l'école ou de ce genre de choses. Et il disait que c'était un très bon vecteur de communication avec eux parce qu'il se retrouvait dans ce personnage, justement, puisque Naruto, dans le début du manga, évidemment, c'est le personnage qui est tout seul. En fait, personne dans son village veut lui parler, etc. Et donc, du coup, chez ces adolescents français qui étaient en souffrance, il se retrouvait dans ce personnage et ça lui faisait un point d'accroche pour commencer à parler avec eux. Oui, après, on s'est bien dévié du sujet de base, mais. Là. J'allais le dire. Donc, tu as parlé, Christelle, de ce qui te gênait le plus quand on parle de la représentation des femmes dans le manga, c'est l'Olicon. Est-ce que vous voyez d'autres archétypes féminins qu'on retrouve peut-être à outrance dans les mangas? Alors, moi, il y a un personnage que je vois très souvent et qui m'énerve absolument, c'est le personnage que je vais appeler du coup de la cruche. En fait, c'est le personnage maladroit, mais qui est tellement plein de bonne volonté. Et du coup, moi, entre autres, la dernière fois où ce trope m'a vraiment embêté, c'est pas dans un manga, en fait, mais dans un animé de ton cher ami Watanabe, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. C'est dans Terror in Resonance. D'accord, En j'ai fait, pas regardé. oui. Où il y a deux choses d'ailleurs, il y a deux personnages féminins et ils m'ont tous les deux énervé. Donc Terror in Resonance, c'est un animé sur un sujet assez intéressant et assez sérieux, puisque ça parle grosso modo du terrorisme. Voilà, et un peu d'écologie. Et en fait, donc on suit au début deux adolescents, voilà. Et il y a ils interagissent très vite avec un personnage qui fait pas partie de leur monde, qui est une fille normale, qui essaye de faire des trucs. Et en fait, elle est tout le temps maladroite, elle est tout le temps débile à souhait, voilà. Mais Mais attachante. elle est attachante parce qu'en fait, elle fait pas Voilà. exprès. Donc par exemple, on C'est lui une dit pauvre fille. attention, on est pourchassé, on veut nous tuer, donc faut surtout pas que tu sortes, faut surtout pas, faut pas te faire remarquer, reste dans cet appart et ne fais rien. La meuf elle dit je vais faire à manger quand même. Donc elle fait à manger, mais elle fait tout brûler. Donc du coup elle est obligée de sortir et donc donc ressort scénaristique débile et pas très efficace. Et le deuxième personnage qui arrive après, c'est ce que j'appelle le personnage de manga. C'est-à-dire que Terror in Resonance, c'est un animé très réaliste où les personnages ressemblent à des personnages normaux, donc avec des coupes de cheveux normaux, des habits normaux, etc. Et tout d'un coup, on voit débarquer un personnage, je ne sais pas, designé par O'Great ou par Taito Kubo, enfin un perso qui a une tenue et une coupe de cheveux qui n'existent pas dans la vraie vie et qui, moi, je trouve, te fait complètement sortir de l'animé. Donc voilà, c'est juste pour citer deux stéréotypes. Je vous laisse rebondir là-dessus. La la cruche. guerrière après, Ah pour ouais. contrebalancer la cruche. Sûr. Donc le personnage de la guerrière. T'as un titre On peut parler des Magical Girls, dans lequel il y a ça. Après, le personnage de la guerrière, de la Magical Girl, c'est quand même pas tout à fait les mêmes. Non, c'est pas Et tout puis- à fait C'est les... vrai. Et puis- L'héroïne ou la guerrière? Ouais, c'est Oui, enfin, ouais. Bon, Oui. je pensais à la guerrière de manière générale, Genre mais Erza dans Fairy voilà, Tail, quoi. genre Erza Oui, dans voilà, c'est Fairy ça. Tail. Ou Mikasa dans l'attaque des titans. Ça fait deux Ouais, titres chez toi, faudrait si, trouver quelqu'un ailleurs. Mikasa, tout à fait. Mikasa est une super guerrière. Mais est-ce que c'est un stéréotype négatif? Non. Ah pour le coup, non, mais un stéréotype mais c'est n'est un pas stéréotype. forcément négatif. Oui, oui, non, mais justement, Voilà. c'était pour Ah oui, bien. non, mais- non, Ah non, non. justement, c'était pour contrebalancer le stéréotype Ouais, de la d'accord. cruche qui, pour le coup, est plutôt négatif. Ça fait du bien. hein. Mais Parce que, du coup, parce qu'il y a, là- justement, dans le manga, dans les stéréotypes, il y a des personnages féminins quand même super forts Mais bien sûr. qui se dégagent de pas mal Ouais. d'œuvres, et heureusement. Je pense que Mhm. c'est ce qui fait qu'il y a pas mal de lectrices qui se sont retrouvées aussi dans des mangas malgré tout. D'ailleurs, puisqu'on parlait de la cruche, je veux bien qu'on s'attarde un instant sur un perso qui est souvent classé en cruche et sur lequel on a un... Vous voulez qu'on parle de Fruit Basket? Ouais, Ah je veux oui, bien mais qu'on parle oui. de Toru. hein. Moi, je veux bien qu'on parle de Toru aussi. Hein. Je Vas-y, trouve que c'est un vas-y. personnage super intéressant parce que bon, elle est très japonaise dans tout ce qu'elle exprime.
mais je trouve qu'elle a une force de caractère et une capacité d'endurer. En fait, vous savez, c'est la cruche en apparence. En réalité, elle est tout sauf cruche. Elle a une profondeur et enfin, pour moi, c'est un Pourquoi peu elle est le. profonde, en fait? En quoi elle est pas juste cruche et en quoi elle subit D'abord, pas les choses? d'abord, elle a plus de parents, donc et elle est toujours debout. Vous savez, on a un peu ça dans Moving Très Forward. endurante. Elle Dans est très Nana aussi, endurante. Nana, Ouais, le personnage ouais, est comme ça. et Ouais. on publie là en ce moment Moving Forward chez Akata, et c'est une histoire d'une héroïne qui est toujours en train de sourire. Mais le sourire, il n'exprime pas forcément la joie. Des fois, c'est des faux sourires. Et il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière des sourires. Et Toru, elle est un peu comme ça. Derrière ses sourires, il y a une telle tristesse aussi et un vide en elle. Et malgré ça, elle continue à avancer et à vivre et à affronter tout ce qui va. Enfin, la vie, et parce que le quotidien, c'est lourd des fois. Et elle rallie beaucoup de monde autour d'elle Et aussi. elle Ce qui rallie m'a beaucoup de Et elle rallie monde. beaucoup de plu à monde, l'époque ouais. quand j'ai lu Fruit Basket, c'est que effectivement, Et on peut, je suis d'accord avec toi, on peut la prendre au premier abord comme une espèce de cruche. Et en fait, quand tu vois qu'elle arrive à rallier toute la famille autour d'elle et à être quand même un vecteur de rassemblement, on Elle dit est un qu'elle a vec- une véritable force. Elle en a une fait. force, c'est un vecteur de rassemblement et elle ouvre les portes aux gens traumatisés. Exactement. Et en fait, elle a un côté tellement empathique qu'elle arrive à soigner les gens. Donc, bon, on peut dire c'est un stéréotype, le stéréotype infirmière d'une certaine manière. Non, mais c'est comme Nana. Mais, C'est exactement Nana. C'est exactement ça, ouais. Mais c'est ce qui fait la richesse et la profondeur de ces personnages, c'est qu'au final, finalement, il y a une première vision qui est celle, en effet, du stéréotype, et puis en fait, derrière, il y a plein de choses qui s'ouvrent, et c'est là où, justement, il y a des personnages qui prennent de l'ampleur et qui deviennent intéressants, parce que, justement, en fait, ils sont pas que dans le stéréotype, ils Voilà, sont ouais. pas des Le stéréotypes. stéréotype, il est utilisé Alors, pour faire quelque chose. Alors après, il est certain qu'il y a plein, si on parle de shoujo manga, il y a plein de shoujo manga aujourd'hui où, hélas, le personnage de la cruche, il est juste cruche, et ça, c'est dommage. Ouais. C'est certain. Mais pour rivaliser avec Toru de Fruit Basket en termes de personnage, c'est super dur, quoi. Je pense parce qu'elle que elle a créé le stéréotype. elle a presque créé. Enfin, il y en avait peut-être avant, mais mais elle est tellement. Ouais. Over 9000, quoi. Ouais. Ah ouais. Et du coup, j'ai l'impression, alors peut-être que je me trompe, mais là je pense vraiment à Nana parce que c'est vrai que ça m'obsède un peu dans le miroir. J'ai l'impression que du coup, souvent il y a un personnage secondaire féminin qui apparaît souvent, qui va être le côté plus sérieux, plus intello de ce personnage-là, qui va donc établir une espèce d'équilibre. Donc dans Nana, ça serait forcément l'autre Nana, Ouais. la brune, la roqueuse. Et donc souvent, ça fait un peu miroir dans les deux, quoi. Voilà. Ouais, c'est pas faux. Il y a souvent à côté, enfin dans pas mal de shoujo manga, il y a l'héroïne qui peut paraître cruche et derrière il y aura souvent la bonne copine qui va être là pour l'épauler et qui va véhiculer un stéréotype entre guillemets très différent avec un personnage qui a plus de caractère aussi en Plus apparence, affirmé, qui est ouais. plus affirmé, qui est aussi assez protecteur envers son ami, et c'est quelque Mm. chose qu'on voit assez souvent Ouais. effectivement dans des Et shoujo ce manga. personnage-là, je trouve qu'il prend de l'ampleur de plus en plus aussi. Oui. Ces femmes qui sont. Enfin, ces jeunes filles, parce que souvent elles sont encore dans un entre-deux, mais ces femmes qui sont voilà, dans des choses où elles ont envie de réussir, où elles ont envie de s'affirmer, où elles ont des opinions très tranchées, où elles vont être bien sûr dans des choses de protection avec leurs amis, avec leurs proches, etc. Mais qui sont des personnages quand même forts. Oui, c'est ça. Ouais. Même si, bien sûr, après, on aime les mettre aussi dans des situations où elles montrent qu'elles ont des faiblesses, etc. Et c'est ça qui est intéressant, qui va leur donner plusieurs facettes. Mais je pense à Ahmed Sama, par exemple, dans lequel voilà, il y a ce côté-là un peu. Moi, le livre que j'aime beaucoup, c'est Yona, où je trouve qu'on voit vraiment cette héroïne se créer, grandir, devenir à la fois un peu le stéréotype de la guerrière, parce qu'on en parlait tout à l'heure, mais à la fois aussi voilà, cette femme qui prend les choses en main, qui devient ce qu'elle a envie de devenir, qui va décider qu'est-ce qu'elle a envie de devenir, ce qui est déjà quand même C'est déjà pas mal. compliqué. Enfin, voilà, et je trouve que en fait, ces personnages-là, on les voit quand même de plus en plus dans les shoujo. Dans les shonen, on leur laisse peut-être moins de place, mais en tout cas, dans le shoujo, je trouve Oui, que c'est ça vrai. se... Ouais. Heureusement. Ouais. Après, dans le shonen, je pense qu'il y a certains auteurs qui, à défaut de faire un personnage féminin vraiment construit, élaboré, profond, etc., vont en fait le dispatcher en plein de personnages archétypaux, mais où au final, si tu les prends et que tu les assembles, ça fait quelque chose d'assez bien. Je pense par exemple à un auteur comme Katsura, où en fait, au final, même si pris individuellement, chaque héroïne peut avoir l'air un peu basique ou quoi que ce soit. D'abord, c'est un des premiers auteurs à avoir fait ce genre de titre, donc forcément,
faut bien commencer quelque part. Mais il a créé des personnages. Tu vois, vous parliez là de la meilleure amie qui est forte, etc. Dans Video Girl, on a quand même le personnage de Natsumi, par exemple, qui est vraiment, clairement, c'est un certain moment dans le récit, c'est vraiment la béquille sur laquelle s'appuie le héros. Et sans elle, en fait, l'histoire s'arrête. Mais elle Voilà. est toujours coincée dans la friend zone, quoi. Du coup, Ah, Ouais, bah mais comme ça. elle meurt derrière, hein, c'est réglé, quoi. Tu vois. mais oui. Oh, Spoil spoil. Spoil Spoil, un manga sorti en 93, quoi. Ouais, Là, il y a bon. plus de spoil. Hein. Le Je pense que celui qui divulgachage l'a de pas vu ne le 40 verra ans, pas. c'est bon. Divulgachage. Oh. Alors, bravo pour avoir réussi à le placer dans une conversation. Non, mais j'utilise aussi spoiler en général, de toute façon. Mais alors voilà, Video Girl Eye, autre stéréotype, l'héroïne, la princesse inatteignable. La princesse inatteignable, complètement. L'objectif amoureux, faut aussi penser à la princesse Elle est Sayori dans parfaite. Senseiya, elle est parfaite, elle est... Mais- C'est un peu Galadriel dans Le Seigneur des Anneaux, tu vois, c'est un peu ça. Video Quoi. Girl Après, Qui est c'est parfait Moemi. Bah, Mais justement, l'héroïne. alors, ce qui est intéressant, c'est que dans Video Girl, Moemi. Alors le truc, c'est que ce qu'il faut voir, c'est que entre Video Girl et Eyes, il y a vraiment deux traitements différents, puisque dans Video Girl, on a un point de vue omniscient, donc on sait tout des personnages. Et ce qu'on voit justement, c'est que Moemi, en fait, elle a vit mal ce statut. Oui. C'est que elle est consciente du fait que pour tout le monde, c'est une espèce d'icône, mais elle, en fait, elle aimerait juste qu'on la traite comme un être humain normal, en fait. Oui. Et du coup, je trouve, surtout pour un manga publié dans les années 90, je trouvais ça plutôt intelligent à l'époque. Oui, bon, après, C'est autre chose, beaucoup de tu vois, que fantasmes sur ses seins, etc. Voilà. Non, mais tu vois, par exemple, je trouve que même si c'est un manga qui m'a beaucoup plu à l'époque et qui m'a fait beaucoup rire, je trouve pas que les personnages féminins de Lovina soient carrément ouf, Oui. quoi, tu vois. C'est ça. bien Même sûr. quand tu les agrèges ensemble, quoi. Pas, voilà. Sinon, les méchantes, alors là, moi, j'ai Ah, pas un bah oui. exemple tout de suite qui me vient, mais... Bon, bah, il y a toujours la rivale Oui. jalouse, un peu, un peu bête, un peu Et puis- cruelle gratuitement, quoi. hmm. La méchante dans. Un peu Peach cruelle, Girl. Son nom m'échappe. Pour le coup, dans Dans Peach Girl. Ça y est, c'est Ça ça y est, y est, pour dans le coup, Peach je Girl. Ah là là, mon Ouais. Dieu. Ouais, mais justement, je Mais trouve Peach qu'elle, Girl, elle est c'était intéressant, c'était un Oui, très oui, bon oui. choix. Enfin, et puis même, ça y est, elle n'était pas juste méchante, elle avait vraiment de l'épaisseur en Ouais, tant voilà ce que que je veux dire. personnage Moi, les persos sont antagoniste. pas- Oui, dans oui, non, mais Peach je suis Girl, c'est d'accord. carrément Et pas Peach Girl, c'est stéréotypé. aussi une série qui, à la base, disait attention, il faut pas juger les Oui, gens les sur les apparences. apparences Ouais. et qui essayait de c'est sortir ça. des stéréotypes, Oui, oui, justement. Parce qu'on était dans le stéréotype de type la Kogal qui était censée être bronzée, donc une fille facile, théoriquement, Mhm. et que voilà, ça allait au-delà de ça. Ça disait, bah non, c'est pas parce que je suis bronzée qu'il faut me prendre pour une fille facile. Oui. Donc, c'était vraiment une série qui avait pour but de déconstruire les Mais j'avoue, stéréotypes. j'ai d'accord. cité ça parce que Christelle, tu parlais de la méchante, mais c'est vrai que pour Il y a une galerie de méchantes, oui. pour avoir adoré la série, ben justement, ce que j'aime bien avec Sae, c'est que dans les premiers volumes, on a juste envie de la baffer et elle prend de l'épaisseur et on se rend compte aussi, l'histoire la laisse développer un autre aspect d'elle que la pure méchanceté, la pure antagoniste. Et c'est là où je trouve qu'effectivement, on est peut-être dans le stéréotype au début de la grande méchante, mais quand on lit et quand on avance dans l'histoire, on se rend compte qu'elle a une épaisseur et qu'elle a aussi une ligne narrative pour elle-même qui est quand même bien développée et qui nous en apprend un peu plus sur elle. Donc pour le coup, je trouve que là, on Oui, est c'est vrai, on est ouais. dans ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire le stéréotype, certes, qui existe, mais qu'on arrive à Déconstruire. déconstruire, à Mhm. switcher. Donc ça, c'est intéressant. Mais bon, les méchantes qui au final sont gentilles. Oui, Ah, mais, non, oui, ouais, mais c'est pas que sur Parce les que se seins. profile toujours un ou une autre méchant derrière. Non, c'est pas ça. Oui, mais dans les personnages masculins, c'est pareil. Mais exactement, Les dans méchants le- qui Non, deviennent mais c'est gentils, il y en a ça. plein. Enfin, c'est Oui, j'allais vraiment le dire. c'est pas typiquement sur les Non, non, personnages pas du féminins, tout. quoi. Pas du C'est un tout. grand classique C'est un du grand- shonen d'aventure, Ouais. d'ailleurs, globalement. Bah, complètement. ouais. Mm. Soit dans Dragon Ball, dans Dragon Quest, dans One Piece. Enfin, bon, Les voilà, méchants quoi. malheureux. Le méchant malheureux. Ouais, voilà. Le méchant, mais il est pas vraiment méchant en fait. Oui, c'est parce qu'il a eu une enfance difficile. C'est ça exactement. Vous voyez d'autres stéréotypes qu'on aura Tu parlais de la cartographe dans One Piece, enfin la femme intelligente, la fille intelligente, la Ah sidekick intelligente. Complètement, quoi. voilà. Ouais. Alors, Ah oui, dans, la geek. dans le manga Ouais. d'avant, Mm. alors dans les gentils, oui, effectivement, tu as toujours le sidekick, effectivement, hyper malin. Donc, c'est Nami dans One Piece, c'est Hermione dans Harry Oui, Potter, Oui, tout à c'est fait. Bulma dans Dragon Ball. Voilà, c'est assez systématique. Dans le manga, dans le manga d'aventure classique, en général, tu as un trio. Tu as le héros Voilà. qui est fort, voilà, sa vertu cardinale, c'est le courage. Tu as le sidekick rigolo.
sur qui on peut compter au début, pas trop, mais au fur et à mesure, oui. Et tu as la nana qui est là, on l'accepte parce qu'elle est là, on l'accepte malgré que ce soit une fille, parce qu'elle est intelligente, quoi. Je ne sais pas si certains d'entre vous lisent One Piece, parce que j'aimerais votre avis justement sur le personnage de Nami, qui pour moi, il y a deux Nami, celle qu'il y a dans les premiers volumes et celle de après Shobody, quand elle a les cheveux longs, qui pour moi n'est pas du tout le même personnage. Mais il y a beaucoup de personnages après Shibodi qui sont plus du tout les mêmes en fait, donc c'est compliqué aussi de par. Après One Piece c'est vraiment la série évolutive par excellence, donc. Je trouve qu'elle fait plus bimbo après. Je suis d'accord, elle fait plus de figuration, elle est moins. Mais tous les personnages féminins sont plus bimbo après en fait, malheureusement dans One Violemment, Piece. C'est dommage d'ailleurs, mais bon. Ok, c'est ce que je voulais savoir. Parce que sinon le reste de la série est vraiment toujours aussi bien, moi je trouve. Donc, mais oui, les personnages féminins pour le coup dans One Piece sont pas traités de manière hyper intelligente, je trouve, dans le deuxième arc. Alors qu'au début, même si en termes de graphisme, on voit clairement les inclinations de l'auteur, je trouve que derrière il y a des développements intéressants, et entre autres le perso de Nami, je trouve. Mais oui, que, son histoire quand elle voilà. était petite et tout, sa c'était super mère, intéressant. etc. est Oui. pas mal, mais même celle de Nico Exactement. Robin qui souffre complètement, parce hein. que sa tête est mise à prix. Et je trouve que justement, dans toute la première partie, les caractères féminins sont atypiques par rapport au shonen classique, Ouais. parce qu'ils ont la plupart des personnages féminins ont une histoire torturée, Oui. un truc qui leur est arrivé, même plus que les mecs d'ailleurs, beaucoup plus que les mecs. Alors que dans la seconde partie, ils essaient de se raccrocher, mais pas tant que ça. Je trouve que ça devient beaucoup plus shonen classique. Ouais. Mais encore une fois, là où on est à peu près tous d'accord, c'est que en fait, le stéréotype, il est là pour être détourné aussi juste derrière. Et c'est ça qui fait qu'on aime ces personnages et qu'on s'attache à eux. C'est que ils ont l'air de quelque chose, puis finalement, il y a beaucoup plus derrière. Et c'est ça qui fait la richesse d'un personnage. Et donc, oui, on dit les personnages dans le manga sont stéréotypés, comme dans beaucoup de genres. Bien sûr, ouais. Donc, encore une fois, dans Harry Potter, les exactement. persos, ils sont Et grave puis stéréotypés, finalement, les catégories qu'on est en train de sortir là, c'est des catégories qu'on va retrouver aussi. Alors, moins sur le Lolicon parce que Oui. c'est peut-être plus spécifique, mais je veux dire, c'est des catégories qu'on va retrouver dans la BD, dans le cinéma, dans le comics de Complètement, mais super-héros, bien sûr, ouais. dans plein de genres populaires. Moi, je me souviens quand j'avais découvert Akira, j'étais vraiment. C'est une autre époque. Il y avait deux personnages féminins dedans. Il y avait Kei et puis il y avait, du coup, son nom m'échappe, c'est affreux. Contre-exemple mauvais, sa compagne, qui était une femme assez forte, qui d'ailleurs avait inspiré après le personnage de Mother Sarah dans un autre manga qu'il avait fait. Et ça, ce personnage m'avait totalement étonnée parce que c'était un personnage de femme plus âgée, assez forte physiquement, grande, qui avait du caractère, qui n'était pas dans les canons de la beauté. Et du coup, j'avais trouvé ce personnage super étonnant parce que moi, c'était la première fois que je voyais un personnage comme ça dans une bande dessinée, quoi. Et pourtant, je lisais du comics, du franco-belge, etc. Mais ça, c'était vraiment... on sortait quand même des clichés. Et c'était un stéréotype... Enfin, c'était un personnage que je n'avais jamais vu avant. Et je pense que c'est aussi pour ça, entre autres, après d'autres causes nombreuses, que j'ai vraiment adoré Akira, c'est qu'il y avait enfin deux personnages féminins et qu'il y en avait un que j'avais jamais vu. Donc voilà, ça c'est pour moi, c'était important aussi. La représentation du corps. La En fait. représentation Je du trouve que ça corps, serait oui, intéressant qu'on en sortir parle. des clichés. Mhm. Non, mais c'est clair, ouais. Ouais, mais dans la représentation du corps, de toute façon, ça a quand même beaucoup bougé, hein, même l'éditorial au Japon. Bon, c'est sûr, il y a encore plein de femmes qui sont dessinées de manière ultra sexualisée, avec des grosses poitrines, avec les jupes qui se soulèvent, on voit les petites culottes, mais il y a eu, enfin, il y a de plus en plus d'œuvres où quand même on voit des héroïnes au corps varié. Oui. Si on parle un peu shoujo manga, c'est une thématique qui a été abordée dans Exactement, beaucoup d'œuvres, ouais. hein. Dans le shoujo, Il y a- Pareil, des titres à citer. Il y a eu Tel que tu es qui a été publié chez Kana. Bon, il y a eu comment il s'appelle en français déjà l'auteur Junko, comment il s'appelle en français, le livre Kiss Him Not Me qui parlait d'une héroïne obèse aussi. Il y a eu Rouge Eclipse chez nous qu'on a publié. Il y a eu Ugly Princess. Donc dans la représentation du corps, il y a eu vraiment beaucoup de choses qui ont été faites. Alors après, des fois, on rentre dans des clichés et on les déconstruit plus ou moins bien. Voilà, c'est ça. N'empêche que y a des choses qui bougent dans ce sens-là. Mais dans Kiss Him Not Me, qu'on avait chroniqué pour la dernière émission, moi, c'est un titre qui m'avait plu.
Mais quand on regarde quand même l'héroïne, j'ai l'impression que l'héroïne a atteint ce statut d'héroïne parce que justement, elle a un choc psychologique qui fait qu'elle perd son poids. Et là, tout le monde se réveille en disant « Oh, mais elle est magnifique ». Mais en fait, ça se moquait beaucoup des. Pour moi, Kiss Him Not Me, c'était intéressant parce que ça se moquait beaucoup des personnages masculins, Ah oui, ça justement. c'est sûr. Et que c'est les mecs qui passaient un peu pour des idiots dans cette histoire. Et je crois, de mémoire, c'est dans le tome 3 où il y a le moment où elle redevient obèse. Oui, oui. Et elle est avec les cheveux dans le vent sur une double page. Et il y a un personnage masculin qui la voit qui dit oh, en fait, c'est à ce moment-là, je suis vraiment tombé amoureux d'elle. Et bon, il peut y avoir des choses probablement problématiques dans Kiss Him Not Me. N'empêche, c'était quand même une série qui mettait les pieds dans le plat et qui avait beaucoup de dérision sur les personnages masculins. Mais par exemple, moi, il y a une série que j'aime beaucoup qui s'appelle Say I Love You, où il y a un personnage secondaire qui a eu des problèmes de poids à une période et donc a perdu. Quand l'héroïne la rencontre, elle est mince, mais elle a des traces partout sur le corps, de vergetures, de traces de ce régime qu'elle a fait parce qu'elle était très mal dans sa peau, et donc elle est encore finalement elle a perdu le poids qui était problématique pour elle, mais aujourd'hui encore elle est dans des problèmes de rapport à son corps parce qu'elle est marquée de ce régime, etc. Et en fait, je trouve que, bah oui, en effet, je trouve dans le shoujo, s'il y a bien quelque chose qui est chouette et sur lesquels il y a vraiment un travail qui est finalement pas beaucoup fait dans d'autres genres, c'est ça, c'est tous ces sujets, c'est toutes ces représentations, cette diversité quand même de corps, de choses à voir, d'expériences, etc., qui est quand même très chouette et qui fait du bien, quoi. Alors j'ai retrouvé parce que Al a retrouvé Akira. Donc c'était Shiyoko, le personnage féminin complémentaire de Kei. Et j'avais quand même oublié Lady Miyoko, qui était quand même le personnage mystique de la série, qui d'ailleurs ça m'avait beaucoup choqué parce que quand ils avaient sorti le manga en animé au cinéma, ils avaient doublé avec des voix françaises. Ils l'avaient transformé en homme. J'étais extrêmement choquée. C'est pas la première fois qu'ils se sont trompés dans le Oui, doublage. voilà. Mais ça m'avait vraiment troublée à l'époque. Et j'avais trouvé que c'était un véritable vol d'identité, en fait. J'étais jeune, hein, mais bon, à cette époque-là, j'étais scandalisée. Excuse-moi, je reviens sur le sujet. Non, mais ce qui est sûr, c'est que le shoujo manga a vraiment regardé la société, en fait, la société des apparences, et que la société des apparences, ça passe forcément aussi par la représentation du corps. Alors, c'est encore insuffisant, clairement. Hein. N'empêche, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. À ce niveau-là, je pense que c'est pas fini. Hein. On va avoir plein de belles surprises dans les années qui viennent. De toute façon, le shoujo manga, par essence, il est ultra réactif sur la société en général. Hein. Donc, Et puis il y a une forme d'honnêteté aussi dans le dialogue qui est fait, dans la représentation des personnages. Et bien sûr, il y a ces stéréotypes, bien sûr, ils sont plus ou moins. Mais voilà, il y a vraiment un côté très, très proche de la société et pas très au fait aussi de plein de problématiques liées aux femmes. Alors après, si on doit un peu évoquer shoujo manga, bon, il y a quand même parfois un petit côté hypocrite, c'est les vraies fausses moches, quoi, ou les fausses vraies moches, je sais pas comment on doit dire, mais il y a celles qui sont théoriquement moches, et puis pouf, on les recoiffe, et ça y est, elles sont splendides, quoi. C'est un coup de maquillage, et ça y est, elle est trop belle, quoi. Donc il y a eu. Elle est trop bien. Rappelez-vous le film, elle est trop bien. Exactement ça. C'est Ugly Betty, quoi. Il y a eu plein. Moi, j'aime bien Ugly Betty personnellement, hein, mais c'est le principe, quoi, mais je trouve qu'il y avait un palette, personnage quoi. féminin qui évoluait de manière intéressante, mais je vais rester sur le manga. Mais ouais, il y a eu pendant un grand moment quand même cette semi-hypocrisie sur les fausses moches, entre guillemets. Encore que j'aime pas l'utilisation du mot moche, parce que, en fait, moche, c'est juste un critère de la société. Qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est moche, ça varie d'une époque à l'autre. Donc, quand on dit moche, il y a toujours un jugement de valeur. Il y a toujours un jugement de valeur que j'aime pas, mais bon, on est obligé un peu de l'utiliser. Mais il y a eu cette époque où les shoujo manga, ils disaient, bon, voilà, il y avait, entre guillemets, les fausses moches, où il suffisait de pas grand-chose, mettre une petite mèche de côté, mettre un petit coup de maquillage, relooker, et ça y est, c'était des bombes sexuelles. Ils enlevaient leurs lunettes et voilà, c'était parti. sans les lunettes, les yeux brillent. Et puis, nous avons toutes trois des lunettes à cette table. Il y avait des petites étoiles partout autour, et ça y est, ça changeait tout. Mais derrière, il y a eu vraiment des œuvres qui ont abordé le sujet frontalement et où non, c'est plus compliqué que ça, et qui parlaient justement du fait que ce qu'on appelait moche, c'était aussi un regard de la société. Enfin, il y a eu beaucoup de choses. Bon, j'ai énormément d'affection pour le travail de Natsumi Aida à ce niveau-là, parce que la manière dont elle déconstruit la société des apparences, que ce soit à travers Switch Girl ou à travers Ugly Princess, c'est énorme. Elle parle vraiment du poids de la société, du poids aussi sur les femmes, mais pas que, et de comment justement les clichés, on les déconstruit, ou enfin comment on se construit à partir de ça.
Voilà, et Ugly Princess, c'est un livre qui parle vraiment d'une héroïne qui a du mal à cause de la société. Ouais. Parce qu'elle a une pression du regard de l'autre et que c'est à cause de ça. Enfin, c'est... Moi, je me faisais juste une réflexion, parce que je sais que chez Akata, vous avez un titre qui s'appelle Perfect World sur une histoire d'amour entre une femme et un homme handicapé. Et je me disais que ce qui n'a pas encore été traité, c'est le handicap féminin. Je vois beaucoup de mangas Alors, sur des si, ça a hommes. été traité C'est vrai dans Silent Voice déjà. Ouais, Silent Voice. Et il y a- oui, je et il parlais y a- de quand handicap, même le. Et il y a eu un shoujo manga qui a été fait chez 12 bis en 3 tomes. C'était un L'Orchestre shoujo des doigts adulte. Non, un shoujo manga. Comment il s'appelait ce titre? En tout cas, si vous regardez Non, chez pas 12 12 bis à l'époque où ils faisaient du manga, où ils existaient encore, il y a eu un manga avec une femme en fauteuil roulant. Et il y a aussi un D'accord. shoujo manga au Japon qui s'appelle Flower avec une héroïne en fauteuil roulant. Après, le handicap, il est présent sous plein de formes différentes aussi. Et donc, voilà. Mais c'est vrai que c'est pas souvent. Et par exemple, je sais pas où on définit le terme handicap, mais par exemple, dans la série qu'on a fait qui s'appelle Jumping, on a une héroïne qui est un peu dyslexique. Après, la définition de dyslexie au Japon n'est pas la même par rapport à l'écriture, mais qui est un peu dyslexique et qui a des problèmes d'angoisse en public. Donc, c'est des choses qui sont abordées quand même en parallèle. Pour le coup, je crois qu'il y a un des domaines dont on n'a pas parlé, où il y a le plus où il y a des représentations non clichés, c'est dans le Yuri. Voilà, parce que je trouve que c'est intéressant de voir justement que les personnages féminins dans le Yuri sortent souvent des stéréotypes. Alors évidemment, des fois, on a des couples stéréotypes lesbiens, mais globalement, c'est quand même un des genres qui explore le plus des relations amoureuses ou sexuelles, mais en tout cas, les personnages, ça peut être aussi bien des femmes au foyer que des jeunes filles, que des jeunes femmes. Enfin, il y a vraiment... c'est assez diversifié, en tout cas. Je sais pas si t'en as connais- pas l'impression. Je connais très très mal t'en le as dit Yuri. pas Non. Non. Bah, en fait, c'est pas que. Enfin, c'est pas. Non, pour l'instant, on a les seuls bouquins qu'on a fait. On a sorti récemment avec la dame, mais c'est pas du Yuri, c'est vraiment du seinen avec un spectre de personnages vraiment tellement large que. Voilà. Du Yuri, j'en ai lu quelques-uns. On avait fait Makamaka à l'époque chez Delcourt. Je me souviens. Ouais, c'est très joli, Qui Makamaka. était une œuvre ouais. super intéressante justement qui était une bon, c'était pas notre impulsion, hein, c'était par le directeur de collection de série B chez Delcourt, mais du coup on avait pu bosser sur cet ouvrage-là et ouais, c'était vraiment intéressant parce que justement on avait 2 personnages féminins lesbiens mais qui étaient construits avec beaucoup d'intelligence effectivement. Et Mm. l'auteur d'ailleurs, bon, il a fait des séries très fan service parfois, mais il avait fait d'autres œuvres vraiment bien, dont certaines qu'il a jamais finies. Je regrette beaucoup d'ailleurs, mais C'était un homme, donc du coup. c'était un Je homme. savais pas ça. Ouais. Si, Tu vois, c'était ça un c'est homme. intéressant aussi. Justement, Ok. je pense que ça rejoint un point que je voulais qu'on aborde, parce que là, je vois l'heure qui tourne, et mine de rien, ça fait déjà 1h30 qu'on discute. À un moment donné, tu parlais justement de la place de la femme dans la société japonaise. Est-ce qu'il y a un lien pour vous entre justement comment la femme est représentée dans le manga et sa place dans la société japonaise, et en quoi elle diffère dans ce cas-là de la place qu'a la femme dans la société française? Voilà, c'est compliqué. Ah bah ouais. C'est ça, un sujet de dissertation, enfin plus oui, que de c'est, dissertation, de thèse. ça peut sur pas se faire en 3 10 ans, minutes. Bah, pourtant, va falloir. T'en as 15. Vas-y. Oui, alors mon avis à moi en tout cas, c'est que, donc, comme on disait, il y a des archétypes. Que les archétypes, c'est difficile. C'est le jeu, justement, c'est de, comme on dit depuis le début de l'émission, c'est de les dépasser. En l'occurrence, pour les clichés des personnages féminins, les choses évoluent. Je pense que c'est la conclusion qu'on peut avoir aujourd'hui de cette table ronde, en tout cas, de cette discussion. Et je pense que ça va dans le bon sens aussi. Après, c'est vrai que la catégorisation, pour moi, ça continue quand même à sectoriser certaines choses. Donc je suis plutôt contente de savoir qu'en France, des éditeurs essaient d'y échapper, parce que je trouve que c'est plutôt positif dans le résultat, en tout cas. Mais oui, je pense qu'il y a encore beaucoup d'archétypes à explorer, en fait. Il y en a encore plein à explorer et à créer peut-être. Et je pense que le jour où on aura... Oui, peut-être, si on a une héroïne de shonen non hyper sexualisée qui arrive et que le truc marche, je pense que c'est très positif. Ouais. En tout cas, au Vraiment super. Japon, The Promised Neverland marche très très bien. Et en France, ils ont des très gros objectifs. Il y a une Oui. très belle campagne de promo dessus, donc à observer. Mais je pense que ouais, The Promised Neverland sur ce personnage féminin. Moi, je l'ai pas lu en japonais, hein, j'avoue, mais rien que sur la couverture du tome 1, on voit un personnage féminin qui a l'air d'être ultra central dans l'histoire. Oui, pour l'avoir Et- lu, c'est celle qui... elle a un rôle vraiment central dans l'histoire. C'est elle qui... Enfin, je ne veux pas trop spoiler du coup, parce que c'est
si j'en dis trop, j'ai un petit peu peur de. Non, spoil c'est pas, embêtant, spoil hein, pas. Il n'est pas Mais encore sorti. elle est décrite par son empathie, elle est très intelligente, c'est elle qui prend l'initiative d'une opération assez risquée Mhm. pour elle et le reste des personnages. Donc oui, c'est effectivement un personnage central dans. Et puis sur la couverture, elle est pas Oui. mise, on zoome sous sa petite culotte. Enfin, Oh là c'est. là, non, pas du tout. Enfin, non, mais c'est. pas- Ouais, mais non, justement. c'est pas le but en fait. Mais de ce qui est l'histoire. Ah non, super bien, on est justement. loin de ça. Hein. Qui est super bien. Anne-Charlotte. Pareil, vaste sujet, vaste. Alors, moi, ce que je pense, c'est que ce n'est pas parce que la position de la femme dans la société japonaise est compliquée, à certains points de vue, que la production de manga au Japon est d'une certaine façon. Je pense que l'avantage du produit culturel, c'est qu'il y a des résistances qui se créent et notamment on voit des nouveaux auteurs arriver avec des points de vue très forts, etc. C'est des espaces dans lesquels, en effet, ça va bouger. Et peut-être que c'est ces choses-là qu'on va plus mettre en avant qu'en effet une production qui est très standardisée, etc. Donc ça bouge chez eux, ça bouge chez nous aussi. Après, ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas non plus être dans une position où tout vient de la production et tout vient des éditeurs et finalement les lecteurs, bah voilà, ils absorbent ces stéréotypes comme ça, sans y réfléchir, sans y penser, alors que non, en Les fait, pauvres. voilà, et les lecteurs, ils sont tous sauf idiots, les lectrices aussi, et voilà, ils sont absolument capables de reconnaître ces stéréotypes, de jouer avec, d'aimer des personnages sur lesquels ils savent qu'il y a des jeux de stéréotypes, et en même temps d'y trouver voilà, d'autres choses. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans le manga, c'est que un shoujo, ça peut être hyper drôle, que un shonen, ça peut être hyper triste, qu'il y a une multitude des émotions, une multitude des ficelles qui fait que voilà, il y a vraiment une grande diversité et je trouve que ça, c'est quand même quelque chose qui est assez fort. Pas mal là. Hein. Oh non, j'étais en train de réfléchir. On n'a pas eu le temps vraiment d'aborder les mangas qui s'adressent à un public plus jeune et la problématique qu'on pourrait retrouver à l'intérêt ou la nécessité de proposer à un public plus jeune justement des rôles, des personnages féminins pas stéréotypés. Donc le rôle de la pédagogie dans le manga. Moi, je pense peu que c'est une dimension assez importante finalement. Nous, on est tous des adultes et quand on a commencé à lire des mangas, on était déjà adolescents ou jeunes adultes. Donc, quand on parle de stéréotypes et du détournement des stéréotypes, je pense que nous, quand on a commencé à lire des mangas, on avait les moyens culturels et psychologiques d'identifier les stéréotypes et de ne pas les prendre au premier degré. Qu'en est-il quel serait comment dire, le rôle des éditeurs qui publient des mangas pour le lecteur plus jeune? C'est compliqué parce qu'il y a le rôle des éditeurs, il y a le rôle des parents, il y a le rôle des libraires, des journalistes. Oui, enfin, la question, elle est tellement plus large. La construction de soi, elle est tellement... Et à quel âge? Et la société, elle bouge. Nous, quand on a commencé à lire des mangas, on avait tel âge, mais aujourd'hui, les enfants et les adolescents, au même âge, ils ont peut-être plus la même manière de voir les choses. Mais au Japon, je ne sais pas comment ça se passe exactement. Est-ce qu'il y a un comité, entre guillemets, de censure ou pas? Nous, on a... Donc à Tokyo, il y a quand même quelque chose, il me semble, non? À Tokyo, il y a eu la loi sur la pédopornographie qui a été très critiquée par tous les milieux créatifs d'ailleurs. Après, il y a aussi des interdits et des tabous en fonction de certains magazines. Parce que chaque magazine a sa ligne directrice. Voilà. En exemple tout bête, il y a certains magazines, par exemple, voilà, il y a des magazines de certains éditeurs où comme Disney va prendre de la pub dans les magazines, jamais on doit dire de mal de Disney dans une œuvre. Par exemple, bon, c'est un exemple qui est complètement anodin par rapport à notre sujet, mais chaque ligne a comme ça ses tabous. Il y a un sujet qui, bon, tiens, c'est marrant, je peux parler de ça un petit peu. J'ai demandé à Natsumi Aida. Il y a un sujet qu'elle n'a pas abordé dans Switch Girl, et un des sujets qu'elle n'a pas abordé, c'est les règles. Ouais. Et je lui ai demandé, mais pourquoi tu n'as pas abordé les règles dans Switch Girl alors que bon, tu abordes tout dans Switch Girl, quoi. Et en fait, elle avait voulu le faire, et là, ça a été bloqué par le magazine. C'est pas une levée de bouclier, c'est que, parce qu'à l'époque, elle avait une éditrice avec qui elle était vraiment bien en phase. Elles en ont discuté et il semblait que c'était le point à pas dépasser dans ce magazine-là à ce moment-là.
Alors après, les règles dans les shoujo manga, c'est quelque chose qui est abordé, par exemple, comme une œuvre comme 12 ans, qui est publiée chez Glénat, et qui a aussi un vrai rôle éducatif pour le coup, sur la découverte du changement du corps. On avait fait aussi Les Secrets de Léa chez Delcourt, qui parlait justement de la prépuberté. Donc, Mais même en dehors de parler de ce sujet-là, enfin, je veux dire, je vais reparler d'Iona, Princesse de l'Aube, parce que j'aime beaucoup ce livre, mais dans ce bouquin, à un moment, ils sont quand même. Donc, ils marchent et ils marchent et ils marchent. Et je veux dire, elle a ses règles. oui, ce qui est rarement vu, en fait. Ce qui est rarement vu. Et ça, c'est quand même. Enfin, voilà. De ne pas avoir un ouvrage qui est sur un sujet, mais qui le met, oui, évidemment. Qui l'aborde parce que ça fait partie de la vie quotidienne et que voilà, et que c'est normal que à un moment quand tu es en voyage, en fait, ça compte, hein, je veux dire, quand même quelque chose qui existe. C'est super. Oui, je trouve ça carrément. chouette que ce soit pas le sujet, mais que ça existe dans l'œuvre. Mais en fait, dans Switch Girl, par exemple, si elle avait abordé les règles, ça aurait été dans le global de l'ouvrage, donc ça aurait été super intéressant aussi. Mais si on doit parler d'ailleurs des règles dans le manga, hein, moi je continue un peu ma pub, mais c'est pour ça que j'étais. C'est vrai qu'en général, les seuls personnages qu'on voit saigner, c'est plutôt les garçons par leur narine quand ils voient une fille, on est d'accord. Hein. Et en fait, c'est pour ça que j'avais adoré dans l'intimité de Marie, où c'est l'histoire d'un personnage masculin qui se retrouve dans le corps d'une femme. Et à un moment, il a ses règles quand il est dans le corps de la femme. Et du coup, il comprend pas ce qui lui arrive. Et il est obligé de s'arrêter dans un petit supermarché, dans des toilettes d'un combiné, en fait, pour. Voilà. Et c'est des choses qu'on voit rarement dans des mangas. Et je trouve ça super intéressant, justement, parce que il y a toute une moitié de la population qui peut pas comprendre ce genre de problématique, en fait. Et rien que de leur présenter, de le mettre, et et que pour une fois, on avait un ouvrage où tu avais un personnage masculin dans le corps d'une femme, qui n'était pas du fanservice, qui allait à l'anti-fanservice, justement, et avec des scènes où j'ai mes règles, et je suis un mec, et je sais pas ce que ça veut dire. C'était vraiment intéressant, quoi. Et l'auteur qui montre ça, qui montre le sang qui sort sur la culotte, etc. Peut-être qu'un jour, on aura ça dans un shonen. Ouais, ça serait bien. Hein. La guerrière qui a ses règles. Exactement. Un moment, Lucie s'arrête, elle dit on fait une pause. Tout le monde n'a pas voir l'air la tête de très Hal. Oui, il n'a pas l'air très content à la Laisse mon shonen tranquille, s'il te plaît. Non, mais des règles dans les shonen, ça serait bien aussi. Ça pourrait donner lieu à des véritables péripéties, j'en sais rien. Exactement. Mais ça serait drôle. Hein. Mais tout le monde sait que dans un shonen, un combat se déroule sans règles. Quelle magnifique façon de retomber sur ses pattes. Il est fort, il est fort. Le code de l'honneur, alors. Oui, mais le méchant, lui, en tout cas. On va dire qu'au Japon, on est quand même encore loin de la déconstruction de certains stéréotypes sur les femmes. Et que chez nous, je pense que ça va beaucoup plus vite. Mais bon, les choses évoluent. Donc on est quand même content. Juste une petite chose dont je voulais parler, je repense à ce que disait Muriel. Il y a une auteure... pardon. Il y a eu une étude qui a été réalisée par la BNF, donc la Bibliothèque nationale de France, qui s'appelle Mangado, lire des mangas à l'adolescence. Et qui est une étude donc, de réception avec beaucoup d'entretiens, qui a été fait je crois, par Christine Détré, j'essaie de ne pas me tromper. Et qui a fait une multitude d'entretiens avec des jeunes, des lectrices, avec des lecteurs, et qui leur dit parlez-moi de c'est quoi pour vous le shoujo, c'est quoi les représentations, les stéréotypes, comment c'est. Et en fait, moi j'ai lu ce truc-là en me disant mais qu'est-ce qu'elles sont intelligentes ces lectrices, qu'est-ce qu'elles sont malines et qu'est-ce qu'elles sont capables de dire oui, il y a de la romance, oui, ça j'aime, oui, cette héroïne elle est un peu cucu, mais ce qui est marrant c'est tel personnage. Et en fait tu parles de pédagogie et en même temps parfois c'est un peu condescendant la pédagogie. Et leur laisser la liberté de s'approprier des choses parce que c'est comme ça qu'on apprend. C'est peut-être plus important que d'être dans un truc très... Et puis ça mâche moins les choses et ça laisse plus de part à l'intelligence individuelle. Moi, j'ai toujours envie de croire à l'intelligence des lecteurs. En fait. Ah mais je suis convaincue. Enfin voilà, Non, c'est parce que la pédagogie, dans quel sens ça devient du formatage. Exactement. Et que justement le formatage il nous met dans les clichés. C'est ça la question en fait. Et dans quoi l'éducation elle nous formate ou pas et dans quoi on s'en libère en tant qu'individu.
à la crise d'adolescence et tous les clichés qu'on veut aussi d'ailleurs. Mais ouais. Mais tout ça, justement, la manière. En fait, c'est ça qui fait des œuvres fortes. Hein. La manière dont un artiste il va créer une œuvre et la manière dont les lecteurs vont la recevoir dans toute leur diversité, c'est ça qui fait la force d'une œuvre, en fait. Et souvent, les œuvres, elles dépassent même les intentions des auteurs. Souvent, enfin, ouais, c'est vraiment quelque chose de. Je suis d'accord. Je trouve que c'est une belle conclusion, Oui, ça. tout à fait. Je veux dire, ça ferme un peu le cercle, ça ouvre sur l'avenir avec une lueur d'espoir. Oui, on n'est pas dans le moi, je négatif. trouve ça pas mal. Hein. Voilà, il y a de l'espoir. Est-ce que quelqu'un veut ajouter un point sur... Non. Bon. Et bah du coup, moi je pense qu'il est temps de passer à la dernière rubrique. La speed chronique. Speed chronique, 1 minute pour parler d'un manga qu'on a lu. Commence. Oula, oui, alors j'ai beaucoup lu de mangas ces derniers temps, n'est-ce pas, pour préparer cette émission. Pas vrai. Écoute, vous avez la pile là-dedans. Alors, aux éditions Akata, ça tombe bien Décidément. puisque Bruno... Bah oui, mais bon, voilà, Bruno il est là, et c'est pas parce qu'il est là, hein, mais bon, voilà. Et j'ai découvert, alors il faut savoir quand même que j'étais très fâchée avec les shoujo. J'aurais aimé l'aborder, mais bon. Les éditions Akata m'ont un petit peu réconcilié avec les shoujo, et puis je me suis aussi rendu compte que j'étais peut-être aussi dans des stéréotypes par rapport à ce genre, parce que j'avais lu plein de shoujo qui me plaisaient pas trop parce que on était dans le cliché pour le coup de la fille qui se fait maltraiter par le beau gosse du lycée, et ça m'énervait. Mayu Shinjo. Pardon. Ah non, mais on peut citer des titres. Bah bref. Toujours est-il que le dernier manga qui m'a plu, c'est Rouge Eclipse. Oui. Qui m'a beaucoup plu. Alors, il est aussi sur le trope de la fille moche, puisqu'en fait, Rouge Eclipse, comment dire, une fille qui échange son corps, une fille très laide, et pas sympa en plus, qui échange son corps avec une gentille fille qui n'a rien demandé. D'accord. Et comment ça bouleverse un petit peu sa vie amoureuse, puisque avant le switch de corps, elle était sur le point de sortir avec un type génial, magnifique qu'elle aimait. Et résultat des courses, c'est la personne qui a échangé sa place avec elle qui se paye le beau gosse. Et elle, on lui vole sa vie, on lui vole son visage. Et a priori, ça va pas être très facile de récupérer son corps. Et du coup, ça m'a quand même un peu réconcilié avec le shoujo, puisque finalement, on n'est pas... il y a quand même, l'héroïne est quand même aimée par quelqu'un qui se rend compte qu'il y a eu un problème et qui l'aime malgré tout. Ce qui est super bien dans Rouge Eclipse, c'est que d'une certaine manière, on nous dit ce qui est important, c'est pas l'apparence, c'est vraiment l'individu et sa personnalité. Et ça, c'est tellement positif. En plus, on a eu un personnage féminin dans son apparence obèse, qui est vraiment, qui a vraiment des formes, des bourrelets. Il y a vraiment des bourrelets, quoi. Et elle a pas menti sur ça graphiquement. Il y a des moments où voilà, c'est pas caché, c'est pas une fausse entre guillemets moche. Hein, je redis que j'aime pas le mot moche parce que c'est un jugement de valeur. Mais voilà, l'auteur, elle y a été frontalement dans la représentation du corps. Et ouais, ça a été une grosse surprise à ce niveau-là. Je suis super content d'avoir pu le publier. Bah ouais, ça me fait bien plaisir que tu le cites. Et ben voilà, donc c'est mon dernier coup de cœur. Voilà. Moi, j'ai pas parlé d'un. Non, en fait, j'ai plutôt parlé d'un magazine finalement. Ça vous embête pas. J'ai parlé de Atom. Ah, voilà, qui va bientôt sortir son numéro 5. Et voilà, bon, c'est Donc quand Atom, même alors, c'est une revue de manga un peu spécialisée, très minimaliste, qui traite plutôt de seinen. Par exemple, on a parlé de Maruo tout à l'heure, ils en ont parlé. Voilà. Après, je pense que tout le monde ne s'y retrouvera pas dedans parce que justement, tout ce qui est shoujo, shonen, c'est pas franchement leur zone. Ils en parlent, hein, mais c'est pas non plus leur zone de confort, on va dire. C'est une revue analytique et enfin une revue Oui, critique. C'est une revue critique, d'interview, d'interview, d'analyse d'œuvres, et puis surtout de rétrospective de mangaka, des gens qui sont quand même très originaux et qui sortent un peu du cadre. Et je trouve que ça manquait un petit peu dans le paysage de tout ce qu'il y a sur le manga, et donc je suis assez contente parce que moi à chaque fois j'achète tous les numéros qui sont sortis, donc là c'est juste le numéro 5 qui va paraître. Et à chaque fois j'ai quand même des découvertes et des surprises sur des sujets qui sont super intéressants. Donc voilà, je recommande Atom. Et d'ailleurs, dans le tome 5 de Atom, enfin le numéro 6, le prochain. Ah, c'est 6 ? Alors c'est je le sais 6, plus, ouais. je sais plus, je suis perdu. Je sais plus. C'est peut-être le 6 là qui va sortir bientôt, et il y aura une interview de Rumiko Takahashi. Ce qui est quand même assez exceptionnel d'avoir ça en dehors du Japon. Je sais même pas si elle a fait des interviews là-bas. Il y aura, c'est incroyable de pouvoir avoir
une interview de Rumiko Takahashi. Alors, il faut savoir que je m'entends très bien avec le rédacteur en chef, hein, donc on parle beaucoup. Ça fait longtemps qu'il essayait de l'avoir, ça a été très compliqué, mais ouais, c'est super. Il va y avoir vraiment des choses. Je pense que le magazine va continuer, j'espère, à surprendre et à proposer beaucoup de sujets différents à suivre. Justement, puisque tu as le micro. Ah oui, c'est ton tour. Tu as besoin d'un peu de temps encore? Oui. Bon, je vais enchaîner, ensuite il est réal. Alors moi, je vais vous parler d'un manga de Ryoko Ikeda qui s'appelle Très cher frère. Je crois que j'en ai parlé pardon, Au siècle dernier. Exactement, au siècle dernier, dans un des tout premiers podcasts. C'est donc un manga qui se passe alors déjà qui se passe au siècle dernier, hein, pour le coup. Ça ne le rajeunit pas tout ça. Mais surtout qui se passe dans un lycée pour jeunes filles. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que comme on est dans une histoire entre femmes, on a vraiment des femmes, enfin des jeunes filles qui sont on a justement une diversité, comme on disait tout à l'heure. On a une œuvre, comme on est dans un manga shoujo des années 70, on est dans une œuvre attention dramatique très forte, avec des relations et des sentiments et des psychologies qui sont très développées. Et c'est une des plus belles œuvres, je trouve, publiées en France avec les œuvres de Moto Hagio. Et je ne saurais que trop vous conseiller de lire ça. Alors moi, c'est l'animé que je trouve démentiel plus que le manga. Fait par L'animé est TMS. très bien aussi, bien sûr. Il est magnifique. C'est la grande époque TMS, quoi. La mise en scène dans l'animé était assez dingue. Ouais. Et les couleurs, c'était Puis au Cara Design, c'est pas genre Non, Araki, c'est magnifique. voilà, par exemple. Voilà, Hugo donc, Araki, c'était le mec des Chevaliers du Zodiac. c'était incroyable cet animé. On est d'accord. Alors toi, t'as lu quoi, Al? Moi, ma tendance j'aurais voulu parler d'un animé qui est Violet Evergarden. Il n'y a pas de scénario, mais qu'est-ce que c'est beau, c'est une merveille. Mais du coup, on va faire un manga et je vais parler d'un manga un peu que plein de personnes ont lu, c'est Inuyashiki. Last Hero Inuyashiki? Ouais, Shikun? voilà. Ok. Parce que je le trouve assez particulier, ce manga. C'est une histoire qui est hyper simple à la base, mais qui met, qui met en confrontation un adolescent et un vieux, et qui, en fait, sous certains abords, traite en même temps de la condition des vieux au Japon. Mais en fait, ça met le pied dans plein de trucs en même temps, mais sans y mettre réellement. Alors, le constat de départ, c'est quoi? C'est un type qui est vieux, qui a une fille adolescente, un garçon adolescent, il vit avec sa femme. Personne ne se parle dans la famille. Lui, tout le monde s'en fout de lui. Il est dans un boulot un peu minable. Et il apprend qu'il va bientôt mourir. Il a un cancer. Voilà. Donc, il va le dire à sa famille. Tout le monde s'en fout royalement. Donc, C'est pas pire que ça, c'est pas dans celui-là. Enfin, c'est pas dans celui-là au début où genre les petits-enfants viennent le voir en mode quand est-ce que tu meurs parce que maman elle a dit qu'on allait récupérer ta chambre. Non, ça, c'était dans Non. Tokyo Babylon. Ah ouais? C'est vrai, Ah t'as oui, raison. d'accord, autant pour moi. Oui, c'est une Voilà. des histoires dans Tokyo Babylon. Ouais, qui était magnifique d'ailleurs. Et donc, du coup, il se prend un chien et le chien devient en gros son unique ami à cause de ça. Et un jour, alors, pendant qu'il est en train de promener le chien dans un parc, il y a un météorite qui tombe et en fait, il s'avère que c'est des extraterrestres. Ils ont fait une connerie, ils n'auraient pas dû atterrir là. Ils ont atterri là et il y avait deux personnes qui étaient là, le vieux et un adolescent. Et là, donc, tu as le dialogue complètement aberrant des extraterrestres qui font « Merde, on a fait une connerie, merde, qu'est-ce qu'on doit faire ?» Répare-les et on se tire. Bon, bref, ils les réparent, ils se tirent. Sauf qu'ils les réparent avec leur technologie et du coup, les deux se retrouvent avec un pouvoir chacun hyper puissant. C'est des espèces de robots. Ouais, Ouais, voilà, c'est ça. c'est ça. Et en fait, l'idée de départ est ça, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire de ce pouvoir? Donc, d'un côté, il y a le vieux qui, lui, décide d'aider tous les gens qui étaient dans sa situation. Donc, il va dans les hôpitaux pour essayer de guérir un maximum de personnes, essayer d'utiliser, pour essayer d'aider des gens. Et tu as l'autre, le jeune, qui, lui, en fait, il se prend pour un dieu tout-puissant et donc il décide de buter tous les gens qui le font chier. Voilà, il va se mettre carrément le pays entier à dos. Et donc, voilà, l'idée de départ est là. Et en fait, on suit ces deux destins jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils se rejoignent. C'est une histoire qui est volontairement manichéenne, qui est hyper intéressante, qui touche plein de thèmes qui sont intéressants. Par exemple, les trolls sur Internet. Par exemple, à un moment donné, on découvre qui est l'adolescent. Et il y a un type qui se vante, un troll qui se vante que c'est lui, en gros, qui a appelé la police pour dire c'est la mère de machin, etc. Et la mère se suicide. Donc elle fait c'est bien fait pour sa gueule, elle a engendré un gros con, etc. Et lui, il est furieux, donc il se met à rechercher sur Internet
tous les trolls qui participent à la discussion, et puis il va les buter les uns après les autres. Voilà. Il y a plein de petites idées comme ça qui sont intéressantes à l'intérieur. Voilà. Ok. Ah, Ben, Charlotte, t'as trouvé? Ouais, Vas-y. moi, du coup, j'étais en mode de shoujo, shonen, seinen. Bon, je vais rester sur le shoujo. C'est un livre qui est sorti il y a quelques années déjà, qui s'appelle Papillon, Mhm. de Miwa Ueda. Ueda? Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Que moi j'avais beaucoup aimé quand je l'ai lu. Donc c'est un ouvrage qui raconte l'histoire de deux sœurs. Leur mère fait une dépression postpartum et elles sont séparées, élevées, donc l'une chez la grand-mère, l'une chez les parents. Et elles se retrouvent, elles sont adolescentes et elles apprennent à revivre ensemble. Forcément, la sœur qui a vécu qui a grandi chez ses parents accueille celle qui a grandi chez sa grand-mère. On va vivre l'histoire du point de vue de la jeune fille qui a vécu chez sa grand-mère. Et bien sûr, l'autre la voit comme une intruse, etc. Et elle, on lui bouleverse sa vie. Elle apprend, elle rentre dans cette famille et elle va essayer de trouver un terrain d'entente avec cette sœur qui, bien sûr, au début est la méchante. Et voilà, il y a plein Enfin voilà, moi c'est un bouquin qui m'avait beaucoup touchée, que j'avais trouvé très beau, qui parle de beaucoup de sujets, de ce que c'est d'avoir des enfants, de la relation frère-sœur, de ce que c'est aussi d'avoir l'impression d'être un enfant rejeté. Enfin, voilà, multitude de sujets, un ouvrage très riche qui est vraiment, vraiment très chouette. Donc Papillon. Et oui, par l'auteur de Peach Girl, en fait. C'est ça, voilà. J'étais là, Miwa Ueda. Voilà. Donc, qui a toujours abordé beaucoup de sujets de société, en fait, dans ses mangas. Et c'est un très bel exemple d'autrice de shoujo qui sait remuer les codes, en fait. Ouais. Et du coup, ben ouais, si je peux faire deux choses Vas-y, parce un que peu derrière toi, auto-promo. Fais-toi Et, plaisir. Vas-y. et la première, je vais parler de Banal à tout prix, qui est donc un shoujo manga qui est aux éditions Kana, et donc qui est de Nagamune Nanaji. Et c'est un livre qui est très intéressant pour moi. On a une héroïne en fait qui veut absolument ne pas se démarquer. Le concept, c'est je veux pas me démarquer. Elle a justement autour d'elle deux archétypes féminins. Elle a sa mère qui est ultra entre guillemets frivole, qui drague tous les hommes qui passent. Je caricature à l'extrême volontairement, hein. Et elle a sa grande sœur qui est justement l'intello qui veut surtout pas de vie amoureuse. Et du coup, elle est un peu l'équilibre entre les deux. Et elle veut être ni dans un extrême ni dans l'autre extrême. Et elle veut une vie ultra classique, voilà. Et au début de l'histoire, elle découvre en fait que que son petit copain la trompe, ce qui est en fait ultra banal aussi, hein, mais ce qui est intéressant, c'est que d'abord on a une héroïne qui est déjà en couple et qui a déjà un passif relationnel. Ce n'est pas forcément le cas dans le shoujo manga. On a beaucoup de shoujo manga où d'abord l'héroïne elle a jamais été en couple et ça va être l'histoire d'un premier amour. C'est pas du tout le cas ici, puisqu'elle était déjà en couple et au début de l'histoire, elle découvre que son copain la trompe. Donc voilà, elle a déjà du passif en tant qu'adolescente. Et puis c'est vraiment presque une thèse aussi sur le genre shoujo manga. Ça veut dire que ça regarde ce que c'est que le shoujo manga, ce que c'est les relations amoureuses. Et l'auteur, en fait, l'auteur, il y a eu un vrai tournant dans sa carrière quand elle a commencé. On la connaissait en France chez Panini avec Parfaitique et après Koibana. Je sais plus c'était quoi le sous-titre en français de Koibana. Et après, il y a eu un gros tournant dans sa carrière quand elle a fait Moving Forward. Et depuis, vraiment, on la sent libérée de certaines contraintes et très à l'aise. Et ce qu'elle développe en narration et d'un point de vue graphique, ça devient presque de la thèse sur le genre qu'est le shoujo manga et sur aussi les stéréotypes féminins, en l'occurrence, dans Banal à tout prix. Donc, c'est vraiment un excellent titre voilà, que je conseille chaudement. Et si je peux me permettre de faire un tout petit peu d'auto-promo pour finir, on va sortir en mai un livre qu'on a appelé en français Aromantic Love Story, avec le love entre parenthèses. Et c'est un livre je suis très très content de le publier parce que c'est une femme qui dessine. Et avant de dessiner ce manga-là, elle dessinait des shonen de sport, plutôt de hockey sur glace. Et là, elle a commencé à faire un titre en ligne qui a été publié ensuite dans un label shoujo manga. Et l'histoire, c'est l'histoire d'une auteure de shonen manga qui aime le shonen manga un peu social et ça marche pas. Du coup, son éditeur lui force à faire un harem manga, donc de la romance, parce que c'est une femme, donc forcément, elle doit s'intéresser à la romance. Et elle est complètement blasée parce qu'elle est jamais tombée amoureuse, ça l'intéresse pas le sentiment amoureux. Et du coup, un peu forcée, elle dessine un harem manga, donc avec un héros et plein de filles autour. Ça cartonne, c'est adapté en dessin animé.
Et du coup, elle est blasée, elle fait un shonen manga alors qu'elle ne comprend rien à l'amour, enfin un shonen romantique. Et au début de l'histoire, en fait, elle est tiraillée entre son jeune assistant qui est fan de son travail et le scénariste de son adaptation de dessin animé. Et c'est un triangle non amoureux entre ces trois personnages-là. Et donc, c'est super chouette parce que graphiquement, on est dans un code plutôt clairement shonen manga, harem manga. Et je ne sais pas quelle est la part autobiographique de la vie de l'auteur, mais il y a une mise en abîme qui est absolument excellente. Et c'est un bouquin qui revendique que les femmes n'ont pas besoin d'être en couple pour être des individus à part entière et que les femmes, elles ne s'intéressent pas forcément à l'amour. Et en plus, derrière ça, on aborde la question des sexualités, en tout cas avec un personnage qui se définit, qui est en questionnement au début, en tout cas, sur son orientation. Est-ce qu'elle est romantique? Est-ce qu'elle est asexuelle? Est-ce qu'elle est... Enfin, bon, c'est assez pointu, hein, et qu'autour d'elle, elle a une amie qui est bi, etc. Donc voilà, avec un panel de personnages féminins, justement, assez excitant. Et je suis très content de publier ça. Bon, c'est un peu une prise de risque, mais bon, j'ai envie d'avoir confiance dans les lecteurs. C'est une belle sélection. Je vais du coup juste en profiter pour rebalancer un petit truc. C'est que moi, du coup, j'ai lu le Kyun Mag et dedans, il y a un titre qui m'a particulièrement plu. Juste que je retrouve un instant la page pour vous donner le titre correctement. Voilà, c'est Sous un ciel nouveau, qui est donc une nouvelle de... je viens de perdre la page titre, c'est dommage, il y avait les noms des auteurs. De Kei Fuji et de Kokoro Hirai. C'est une très belle œuvre sur le deuil, en fait, et sur comment survivre à un deuil. Et c'est vraiment... moi, j'ai trouvé que c'était une nouvelle qui était absolument magnifique. Voilà, j'ai lu ça tout à l'heure et ça m'a complètement remué les tripes. Voilà, c'est tout pour moi. Je pense qu'on a fait le tour, on n'a oublié Voilà. personne. Donc, il ne reste plus qu'à conclure cette émission. Tu vas ? Allons-y. Mais je pense que je connais pas les formules par cœur parce que je sais que tu as une formule d'au revoir. Ou... c'est pas grave. Ah là là. Déjà, on va remercier les invités Mais d'être oui, venus. tout à fait. Merci beaucoup, parce Merci. que mine de rien, on est Merci. samedi. Normalement, on travaille pas. Donc, merci à tous d'être venus. Mais J'espère c'est que pas vous avez du bien mangé. travail, c'est pas du travail le podcast. Dites les invités, c'est pas du travail. Je vérifierai avec mon boss si je récupère ma journée. D'accord, ou si pas. tu as voilà, peut-être des RTT à reprendre. Non, merci. Moi, j'ai d'être payé venus. le billet de train avec la carte du travail. Hein. Ah bah voilà, quand même, Super. quand même. Donc non, mais merci d'être venus. Oui, Voilà, merci c'était beaucoup. cool. Merci de nous avoir d'avoir partagé avec nous vos réflexions. C'était particulièrement intéressant. J'espère en tout cas que que les auditeurs auront trouvé ça aussi intéressant que moi. Merci à Al de nous avoir accueillis Mais et de pas nous de avoir souci, nourris. hein. Merci. Tout le plaisir était Voilà. pour moi. Merci à toi, Muriel, d'avoir merci. animé cette émission. Écoutez, de rien, Voilà. avec plaisir et à très bientôt, j'espère. Voilà. Merci à vous surtout de nous écouter. Voilà. Et effectivement, à très bientôt. On va essayer de reprendre un rythme, je ne sais pas si régulier, mais déjà un rythme, ça serait pas mal. Voilà. On À va très essayer. bientôt. Merci à tous encore. N'hésitez pas à partager, à réagir sur les réseaux sociaux, etc. Et d'ici la prochaine émission, n'hésitez pas à lire plein de mangas. Bye bye. Bye bye.